Bonjour à tous. Nous allons parler de la délinquance et de la criminalité en France, de la faillite du système judiciaire. C'est Discussion avec Hassan et c'est maintenant. Bonjour Pierre-Marie Sèvres. Bonjour, Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. merci à vous de m'avoir invité. Bon, je vais commencer simplement par vous demander de parler de votre parcours professionnel et de votre engagement dans l'Institut de la justice et le lien finalement. Alors moi j'ai grandi à l'étranger, je suis arrivé en France pour faire mes études de droit, donc c'est ce que Vous avez grandi où? j'ai sillonné l'Amérique du sud au nord. L'Amérique, les États-Unis? On a fait Argentine, Bolivie, Ah oui, toute et puis l'Amérique, tout le Amérique du continent, Sud quoi. et Amérique du Nord Ah oui. après, et principalement le Canada. Comme Che Guevara, vous avez fait en C'est mobile. ça, oui, c'est ça. Diarios de un motociclista, je crois que ça s'appelle le film en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais exactement, ouais, c'est un petit peu ça qu'on a fait. Ah ouais, ah, c'est extraordinaire. Pour le travail de mes parents, donc on a pas mal bougé. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis principalement au Canada, donc je suis même binational. Attendez, au ça fait Canada. combien de temps alors vous êtes en France? Ça fait depuis mes études de droit, le début de mes études de droit. D'accord. Donc je suis arrivé à 17 ans. Ah, ok. Donc ça fait quand même un petit moment. Là, Ah, j'en ai ok, 29, ça d'accord. fait 12 ans. Et en fait, le fait d'être français à l'étranger, c'est un peu quelque chose de... C'est une... Ah, c'est très intéressant. C'est un groupe un petit peu particulier, on a une espèce de solidarité, on vit pas mal de choses, donc s'il y a des Français étrangers qui nous regardent le sauront. Quand on a vécu, quand on a été à l'école dans les lycées français, ceux de Manille, de Dubaï, de Montréal, ce qui est mon cas, ou d'ailleurs, on a une convergence d'impressions, et parmi ces convergences-là, il y a un certain patriotisme et une envie, oui, une idéalisation de son pays d'origine. Avec tous mes camarades, c'était un peu la même chose. Tous mes camarades de classe étaient dans le même état d'esprit. Et donc, on n'arrête pas du tout de s'intéresser à notre pays. Donc, le fait que j'étais à l'étranger, moi, m'a jamais semblé m'éloigner de la France. Et donc, je me suis toujours intéressé autant à la politique, etc., même quand j'étais enfant, française en priorité et pas à autre chose. Donc vous êtes juriste. Alors, je suis juriste, je suis arrivé en France, je suis arrivé à Toulouse et j'ai fait mes études de droit. J'ai fait quelques années à Toulouse, 2 ans à Toulouse. J'ai fait 2 ans à Paris, ensuite à la Sorbonne. Et puis 1 an, j'ai terminé à Nanterre. Donc, j'ai fait du droit. J'ai fait du droit. Quelle est votre spécialité? Alors, jusqu'en licence, on peut se spécialiser dès la licence en droit. Moi, je ne me suis pas spécialisé en licence. J'ai fait droit indifférencié en L3. Et ensuite, j'ai fait du droit. Je me suis spécialisé plutôt en droit procédural et droit pénal. Donc en M1 à la Sorbonne, c'est-à-dire que beaucoup de mes camarades de promotion de la Sorbonne sont aujourd'hui magistrats ou magistrates. Ah oui. Ouais, vraiment pas beaucoup. facile, hein, le concours de magistrat, c'est quand même. Ah non, c'est là, très difficile. Mais la Sorbonne est une des... On dit, je ne sais pas si c'est vrai, moi j'ai trouvé qu'à Toulouse c'était très bien, mais on dit que Assas et la Sorbonne sont les 2 meilleures facultés de droit de France. Effectivement, j'ai quand même pu sentir la différence d'engagement demandé. À la Sorbonne, on nous demande de beaucoup travailler. Et bref, donc j'ai fait les études à la Sorbonne, j'ai terminé aussi par Nanterre, j'ai fait un peu de droit public et un peu d'économie à Nanterre. Et je me suis retrouvé, j'ai travaillé dans une autre association que j'ai dirigée, une toute petite association qui s'appelait Stop au porno, qui luttait contre la pornographie, puisque moi j'estime que la pornographie est un des fléaux qui touche ma génération, et en particulier les jeunes hommes, et d'ailleurs pas que, hein, et de plus en plus ça touche aussi les jeunes femmes. Et ensuite, j'ai fait 1 an là-bas. Et ensuite, je suis arrivé à l'Institut pour la justice. Ça fait maintenant, sachant que j'étais un petit peu consultant avant, ça fait maintenant 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je suis à l'Institut pour la justice. Donc je suis arrivé en 2020. Parce que là, actuellement, vous êtes le directeur de cet institut. Oui, exactement. Et vous êtes le porte-parole aussi en même temps. C'est ça. J'étais embauché comme directeur pour faire un petit peu le management interne, puisque nous sommes là une équipe de 5 personnes, de 5 salariés à temps plein, en comptant alternants, etc. Mais ça demande quand même un certain management, une certaine coordination des projets. Et deuxièmement, donc ça c'est la première partie, le management, mener les projets de l'IPJ. Et deuxièmement, être la figure publique, porter la parole quand il y en a besoin. Et donc c'est ce que je fais. Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans cet institut et de mener le travail que vous y menez? Eh bien, alors mon parcours en droit m'avait quand même pas mal intéressé à ce sujet, au sujet du droit pénal. Donc c'est quelque chose que je connaissais bien et qu'en plus j'aimais bien, qui m'intéressait particulièrement. La procédure pénale, je trouvais ça assez intéressant. Et pour tout vous dire, en fait, quand j'étais embauché,
quelques mois auparavant, avant même de m'intéresser ou de postuler à l'Institut pour la justice, je suis allé en vacances dans une ville en Bretagne, une petite ville de Bretagne où on allait traditionnellement avec mes parents. Et j'ai trouvé, alors j'y suis allé seul, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, et c'est ce que je n'avais jamais vu, de petits délinquants, de pseudo-délinquants, de racailles comme on les appelle, qui mettaient leur musique à fond sur la plage, qui allaient alpaguer les gens dans la rue. J'ai trouvé ça très très désagréable et je me suis dit, dans un pays qu'on dit civilisé, alors c'est peut-être en train de bouger, mais à l'époque on considérait encore qu'on était dans un pays civilisé en 2020, et eh bien de voir un État qui est incapable de réprimer des comportements absolument antisociaux comme celui-ci, comme celui de mettre de la musique à fond sur la plage et d'aller embêter les gens dans la rue. Ça m'a beaucoup inquiété, d'autant que je considérais que cette ville était un petit peu une espèce de zone protégée. Pour tout vous dire, c'est Dinard, en Bretagne, à côté de Saint-Malo. Très agréable, Dinard, enfin bref. Et donc, je me suis dit, ça on ne le voyait pas avant. C'est donc cette pseudo-délinquance, en tout cas cette culture d'inspiration délinquante est en train d'arriver, et puis d'incivilité, est en train d'arriver même dans des coins protégés de France, et je trouve ça inacceptable et insupportable. Et puis, il faut dire aussi quelque chose que j'avais toujours remarqué, moi, ayant grandi à l'étranger, et notamment au Canada, j'ai passé mon adolescence, au Québec, on n'est jamais embêté par quelqu'un dans la rue, ça ne m'est jamais arrivé. Or, en France, il a fallu 3 semaines à Toulouse pour tout de suite me faire... je me souviens, je m'étais fait insulter à un arrêt de bus gratuitement, sans aucune raison, au milieu de la foule en plus. Mais donc ça, c'est le genre de choses qui m'avait toujours choqué en arrivant en France, en me disant, dans ce pays-là, on peut se faire emmerder gratuitement dans la rue. Je vais vous raconter une anecdote. Au Canada, une anecdote que je raconte quand même assez régulièrement. Au Canada, on prenait des cours de ski dans une montagne pas très loin. On a la chance à Montréal, on a la montagne qui est tout près. Donc on prenait des cours de ski le samedi. Et puis un samedi, mes parents, on est dans la voiture sur le retour. Et puis là, ma mère dit à mon père, oh mais mince, on a oublié les skis sur les reposes ski du restaurant. Donc en bas des pistes. Et donc et là, mon père dit, ah bah tant pis, on reviendra la semaine prochaine et ils y seront toujours. La semaine d'après, ils y étaient. Et ça, c'est pas du tout extraordinaire. D'un point de vue québécois, dans une société où tout le monde se fait confiance, quelque part, ce genre de choses peut arriver. En France, je n'ai pas fait l'expérience moi-même pour les skis, mais je mettrais ma main à couper qu'on ne retrouverait pas les skis la semaine d'après. Et donc, ce genre de... Et je me dis, mais de quel droit est-ce que les Québécois auraient plus le droit à la sécurité que les Français? Et en fait, les Québécois, ils ont tout à fait raison d'être en sécurité, même si d'ailleurs c'est peut-être en train de changer, mais ils ont tout à fait raison d'être en sécurité. Mais les Français, en revanche, ont un droit qui est bafoué à la sécurité. Et donc, d'arriver à l'Institut pour la justice, je me suis dit, je vais lutter pour que la justice soit plus efficace. Et le but de la justice, c'est... Alors, il y a plusieurs buts théoriques, philosophiques, mais c'est en bonne partie de réduire la criminalité, puisque en luttant contre le sentiment d'impunité, en achevant sa mission de dissuasion, elle fait diminuer directement l'insécurité. Et donc je me suis dit qu'en travaillant à l'Institut pour la justice, où on est vraiment sur ces problématiques-là, à la fois justice et à la fois sécurité, j'allais pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Et donc j'ai eu la bénédiction de ma fiancée de l'époque qui m'a dit « vas-y, fonce ». Et donc j'y suis allé. Je trouve ça très intéressant la comparaison entre la société québécoise et la France. Souvent, des fois, on compare la France au Japon ou à des sociétés asiatiques pour montrer que... Et ce que vous dites, c'est la pseudo-délinquance. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Souvent, des fois, on fait un homme de paille. Il se dit, regardez, on meurt, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas... Regardez tel pays, il y a tant de gens qui meurent et tout. Mais la question, personne ne dit qu'on va se faire tuer tous les jours ou des choses équivalentes dans certains pays. On parle de la petite délinquance qui peut d'ailleurs très vite aussi amener à des agressions qui, voilà, c'est un continuum, même si on ne meurt pas, se faire agresser, se faire humilier, ça reste des expériences. Et surtout, c'est la fréquence très élevée à laquelle ça arrive. C'est pour ça que je voulais savoir comment l'association contribue-t-elle à l'information sur la lutte de la criminalité et sur le sujet de la sécurité en France.
Comment voulez-vous réaliser vos projets? Déjà en étant ici, c'est une façon de le faire. En disant ce que je dis, alors j'ai un compte Twitter sur lequel je suis assez actif, dans lequel je dis ce genre de choses qui sont des vérités relativement objectives. Oui, il y a une différence. Tout ce que je vous ai expliqué sur la différence de traitement et du différent droit à la sécurité au Québec ou en France, les Français doivent le savoir. Donc je pense qu'il y a probablement cette partie d'information. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'il y a une spécificité française dans l'insécurité, dans la criminalité, dans la violence. D'accord, une spécificité française. Il y a une spécificité française, oui. Moi, je pense... alors, toutes les statistiques de criminalité sont toujours très difficiles à manier, mais je pense qu'on peut dire assez objectivement, sans se tromper, que la France est le pays le plus dangereux d'Europe. C'est, évidemment, sans compter l'Ukraine en ce moment. Mais sur l'insécurité du quotidien, je suis assez confiant à dire que la France est le pays le plus dangereux d'Europe. Beaucoup de statistiques nous le prouvent. Il y a l'évolution dans le temps, tout ça on pourra en parler. Justement, comment justement vous analysez l'évolution de la criminalité et de la délinquance en France ces dernières années? Là, ce que vous dites, à savoir que la France serait le pays le plus où le niveau de criminalité et de délinquance est le plus élevé d'Europe, ça date de quand? À quel moment la France a quitté la norme de l'espace de l'OCDE ou de l'espace, je ne sais pas comment se font les comparaisons chez les experts en droit, mais à quel moment la France est sortie d'une moyenne dans laquelle elle était des Européens, enfin des nations européennes ou occidentales? C'est pas compliqué. Si vous voulez, je peux même vous faire une chronologie générale de la criminalité en France. La criminalité, même dans l'Europe de l'Ouest, en gros, au Moyen-Âge, je remonte très loin. Hein. Ah ouais, là c'est loin. Ouais, c'est vraiment très très loin. Au Moyen-Âge, on avait par exemple beaucoup d'homicides, beaucoup plus d'homicides. Aujourd'hui, on est de l'ordre de entre 1, 1,5, voire 2 pour 100 000 habitants en France. Au Moyen-Âge, on était à 30 ou 40, donc c'était beaucoup beaucoup plus. Les homicides étaient complètement différents, c'est-à-dire qu'à l'époque, au Moyen-Âge, c'était pour des questions d'honneur. L'homicide typique, c'était vous êtes dans un bar, vous insultez un gars, le gars en face, enfin, dans un bar, dans une taverne, le gars en face vous répond, il n'y en a pas un qui accepte de se rétracter, donc chacun appelle ses potes, il y a un affrontement, il y a 1 ou 2 morts. Voilà l'homicide typique au Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et en fait, tout au long de l'histoire, c'est comme ça, c'est la première mesure que les criminologues utilisent, c'est le taux d'homicide. Et c'est pour ça que les criminologues disent, et à raison, que la violence a globalement baissé en Occident, puisque le taux d'homicide est passé de 30 pour 100 000 habitants au Moyen-Âge, au XIIe siècle par exemple, à aujourd'hui 1 ou 2. Sachant qu'on est vraiment passé par les étapes intermédiaires, en 1600 on n'était plus qu'à 6, et on a diminué graduellement. Et en fait tout ça se fait sous l'impulsion toujours de la présence de l'État et donc d'une justice efficace. C'est-à-dire que quand le roi Saint-Louis dit, il y a le roi justicier sous son chêne, c'est une image, mais effectivement les rois de France ont toujours essayé avec la justice à faire en sorte que la justice rentre dans les conflits privés des gens. Typiquement, le but recherché, c'était d'arrêter les vendettas à n'en plus finir qui existaient avant l'établissement d'un État digne de ce nom. C'est l'histoire de Roméo et Juliette. Oui, pourquoi? Comment vous voyez ça? Parce que c'est 2 familles qui vont se mener la guerre et qui vont engendrer un chaos dans la ville. C'est ça. Et donc la justice veut un peu s'interposer là-dedans, dans des conflits privés, pour éviter, un chaos généralisé dans la société. Et ça s'est fait progressivement. Et donc voilà l'histoire au temps long. Autant au moyen terme, si je puis dire, si on remonte uniquement à la Seconde Guerre mondiale, on continue à voir cette diminution de l'homicide, qui continue grosso modo jusqu'à les années 2000-2010. Ça a repris depuis, ce qui est une vraie... De 1945 à 2010, il y a une baisse continue du normale, continue du taux d'homicide, mais depuis 2010, ce taux augmente. Exactement. Donc là, on est en 2022. De 2010 à 2022, on est passé de combien à combien? Alors c'est assez peu, on est passé, en gros, on devait être autour de 800 en 2010, et on est repassé, là on est tout près des 1000 actuellement. Mais c'est vraiment particulier parce que pendant des siècles, on n'a fait que baisser. Et des années 45 à 2010, on n'a fait que baisser. Et là, on ne sait pas trop pourquoi, enfin évidemment, on sait pourquoi, en tout cas on peut réfléchir pourquoi, mais on constate quand même que ça remonte. Surtout si on couple ça avec une autre mesure qui est un petit peu connue maintenant, qui a créé Alain Bauer, un criminologue assez célèbre, qui a agrégé tout ce qu'il appelle donc le taux d'homicidité, c'est-à-dire les homicides simples, et puis les tentatives d'homicide, et tous les homicides regroupés sous d'autres appellations. Et donc là, ce taux-là,
on n'est pas à 1000, on est à 2000, en comptant aussi les tentatives d'homicide. Son argumentation étant que les tentatives d'homicide avant réussissaient, donc on les comptait comme homicides. Maintenant, grâce au progrès de la médecine, ne réussissent plus autant, donc on ne les compte plus comme homicides. Mais ça ne change pas le niveau de violence intrinsèque de la société. Et ce taux-là, entre 2008, on était à 3 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire le double du taux d'homicide. Donc le taux d'homicidité, le truc d'Alain Bauer, et le double du taux d'homicide, ce qu'utilisent des criminologues habituellement. Et ce taux d'homicidité est passé de 3,3 en 2008 à, en 2020, on était à 6,6. Donc il a effectivement doublé. Mais il faudrait des objets de comparaison, parce que votre affirmation était que la France avait les données les plus élevées. Ouais. Mais quel est l'écart type? Enfin, quel est l'écart entre le minimum de violence qu'on a en Europe avec ce qu'on connaît en France, avec les deux données que vous avez indiquées, celui de Bauer et des criminologues? Alors moi, je dis grosso modo que la France est le pays le plus criminogène, le plus dangereux d'Europe, ou en tout cas l'insécurité est un problème très grave en France, pour deux raisons. Premièrement, pour celle que vous avez dite, c'est il y a beaucoup de comparaisons internationales qui disent... Alors là, moi, j'utilise un classement qui, d'ailleurs, est devenu un peu connu, après j'utilise, mais un classement qui s'appelle Numbeo, qui est sur le ressenti du ressenti des gens. Donc, de toute façon, en comparaison internationale, ce qu'on considère un homicide dans les pays n'est pas toujours la même chose, qu'on considère une agression encore moins, une violence sexuelle encore moins. Donc c'est très difficile de faire des comparaisons internationales, et donc le ressenti des gens, qui de manière générale pour moi d'ailleurs a du sens, a encore plus de sens en matière de comparaison internationale. Et ça, ce ressenti ce ressenti, il place, le classement Numbeo, il place la France toujours dans le top 4, top 5 d'Europe depuis 10 ans, et spécifiquement, la dernière fois que je l'ai regardé, en tout cas, on était avant-dernier, juste avant la Biélorussie. La Biélorussie ayant eu des troubles politiques assez importants et qui avait fait un bond... Et dans le top, c'est dans les pays où les gens se sentent le plus en sécurité? Alors là, c'est beaucoup plus simple. La Suisse, par exemple, est toujours numéro 1 ou presque. La Finlande, l'Islande se retrouvent très bien classés. Même des pays où on pourrait considérer que c'est l'Occident qui a un petit peu de mal où la civilisation est attaquée, mais l'Allemagne, typiquement, n'a pas de problème de criminalité, en tout cas pas selon cet indice-là. En Allemagne, les gens se sentent plutôt en sécurité. D'accord, on se sent plus en sécurité en Allemagne qu'en France. France. Ah oui, mais à peu près n'importe où en Europe qu'en France. Donc en fait, il y aurait vraiment un gap, il y aurait un écart significatif entre la France et des pays comme l'Allemagne, en Suisse Ouais. J'ai un exemple très précis, l'Italie. Le nombre, en France ou en Italie, il y a à peu près autant de population, il y a à peu près autant de gens. Le nombre d'homicides en Italie, alors en France, je vous ai dit, on est autour de 900 par an. En Italie, on est à 250. Ah oui. Vous imaginez? Et l'Italie est un pays comparable culturellement à la France. C'est voisin. Un pays voisin, bon. Il fait plus chaud. Il fait plus chaud, en plus c'est ça. Donc imaginez, ils ont même des circonstances atténuantes. Ouais. Mais donc 250 homicides, c'est quand même très très bas, alors que l'Italie est traditionnellement considérée comme un pays dangereux, la mafia, etc. Bah, quand on regarde les choses... Oui, c'est vrai que c'est extraordinaire. Parce que... Pas du tout. En réalité, pas du tout. Donc, est-ce que vous avez peut-être après fait des analyses plus fines dans les types de crimes? Par exemple, ça peut être les agressions à la personne, ça peut être le cambriolage, le crime organisé, etc. Est-ce qu'on sait quel est le gros qui va être représenté des catégories? Alors on le sait, il y a les chiffres clés de la justice qui sont sortis simplement sur l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, toutes les infractions, qu'on parle d'homicide, qu'on parle d'agression, c'est-à-dire coups et blessures volontaires, intrafamiliales ou hors cadre familial, qu'on parle de viol, de violence sexuelle, de vol dans les véhicules, de vol de véhicules, de vol avec armes, de vol sans armes, toutes les catégories sont en hausse en 2023, sauf, je crois, les vols violents avec armes sont en baisse de 1 ou 2%, quelque chose comme ça. Donc sur une année, tous les crimes augmentent. Si on prend le moyen terme... En parenthèse, je suis désolé de vous couper, mais moi ça m'effraie parce que je me dis, là ce sont les gens qui ont porté plainte, dont on a connaissance. Oui, absolument. C'est même pas en comptant... Il faut avoir en tête qu'on ne parle pas des gens qui n'y vont pas, qui continuent et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Donc on peut se dire que si on a une augmentation de 10% de plaintes, on a certainement une augmentation de 30% de victimes. Donc, non, mais c'est extrêmement inquiétant. La situation sécuritaire en France est très, très, très inquiétante. On n'est évidemment pas en Afrique du Sud, mais on a vraiment un problème et surtout, il grandit au fur et à mesure. Et donc, je vous disais, sur un an, on a toutes les catégories qui augmentent. Sur le moyen terme, c'est-à-dire si on remonte aux années 80,
il y a beaucoup de gens qui regardent, qui connaissent les années 80-90, on a une tendance claire, on a une baisse des atteintes aux biens. Donc on a une baisse de vol et de cambriolage, alors qui n'est pas d'ailleurs tout à fait si clair que ça. Je regardais récemment les cambriolages de logements, par exemple, ça a augmenté en 10 ans. Là. Sur 10 ans, on a une augmentation de 20 ou 30%. Donc c'est quand même pas si clair que ça, mais il y a certains vols, oui, les vols d'accessoires dans les véhicules, effectivement, ils sont peut-être en baisse. Sachant par ailleurs que les véhicules deviennent des coffres-forts. Qui a moins en moins d'accessoires, enfin, exactement, le radio, exactement. avec le smartphone. Donc, exactement, c'est exactement ça. Et parallèlement, là où c'est absolument inattaquable et sûr et certain, c'est une immense augmentation des atteintes aux personnes. Et il y a un chiffre qui le symbolise, et moi, à l'Institut pour la justice, là, on est justement en train de travailler là-dessus. D'ici la fin de l'année, on va faire un long rapport là-dessus, sur l'augmentation des agressions. Le danger numéro 1 en France, maintenant, ce sont les agressions. On peut se faire agresser pour une raison, pour n'importe quelle raison. Et il y a un chiffre qui symbolise ça. En 1989, c'est-à-dire une époque pas si éloignée, j'étais pas né, mais presque, en 1989, on avait 50 000 agressions en France, peut-être même 40 000 agressions en France, donc c'est des coups blessures volontaires. Aujourd'hui, c'est-à-dire 30 ans plus tard, on est à 300 000. Donc, 300 000 ? Ouais. On a dépassé les 300 000 là. Donc les agressions sont un immense problème. Et ça va, en plus, je peux tout de suite faire un lien avec la justice. La justice gère pas trop mal les homicides. On arrive à garder en prison assez longtemps les gens condamnés pour homicide, mais le gros problème, c'est sur la petite délinquance. Oui, on reviendra sur ça, mais justement, moi, je voudrais avoir votre point de vue sur l'efficacité des politiques publiques en matière de délinquance et de criminalité, parce que finalement, vous venez de faire cette distinction. Oui, alors c'est aussi un continuum. Je pense qu'on est en train de l'indistinguer un petit peu en France, c'est-à-dire que la criminalité réaugmente légèrement depuis 10 ans, mais la petite délinquance explose depuis 30 ans. Ah oui, là c'est incroyable. Mais justement, quel est votre point de vue sur la politique publique ? Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir observé, ces données. Il y a bien des hommes politiques, à gauche, à droite, des sénateurs, des députés, qui à un moment donné peuvent faire face à ces données et doivent réagir. Alors, je ne vous le fais pas dire, je suis entièrement d'accord avec vous. Il se trouve que dans le paysage judiciaire aujourd'hui, en France, les gens qui réfléchissent un petit peu aux questions de criminalité et aux questions de justice, c'est essentiellement des étudiants en droit, sachant que les criminologues, là c'est un métier en France qui est très mal vu, les criminologues, c'est très bien vu dans à peu près tous les autres pays du monde, sauf en France, on ne sait pas trop pourquoi. Au Québec, par exemple, nous, l'Institut pour la justice, on travaille avec beaucoup de criminologues québécois. Quand je retourne au Québec voir ma famille, je rencontre des criminologues québécois, parce qu'il y en a beaucoup plus là-bas. Donc, les criminologues sont un peu oubliés en France, et ceux qui ont le vrai pouvoir, ce sont alors les étudiants en droit, bon, certes, les juristes de manière générale, mais les professeurs de droit, les avocats, les professionnels du droit, c'est-à-dire les avocats et les magistrats. Et quand vous prenez chez les magistrats, si vous voulez avoir une idée un petit peu de l'orientation idéologique qu'ils ont, c'est est-ce qu'ils vont considérer que la violence augmente ou pas ? Et ben vous prenez les dernières élections syndicales, où vous avez un syndicat de centre-gauche qui s'appelle l'USM, qui fait 60% des voix, un syndicat d'extrême gauche, ça il faut vraiment le dire, qui est syndicat de la magistrature, qui le revendique, qui dit dans ses statuts pratiquement qu'il est marxiste, ce syndicat d'extrême gauche qui fait 33% des voix, donc un juge sur 3, tous juges confondus. Quand vous prenez uniquement les juges qui jugent, c'est encore plus. C'est pratiquement. Mais vous voulez dire que ce corps de professionnels qui sont complètement engagés idéologiquement dans leur perception de la justice et de la criminalité, c'est eux qui biaisent la perception de la classe politique. Oui. Mais la classe politique n'est pas capable d'apprécier par elle-même, n'arrive pas à avoir d'autres façons d'apprécier la situation, même le simple retour des électeurs ou du témoignage. Eh ben, nous sommes d'accord, mais quand vous voyez par exemple, nous c'est quelque chose on est obligé de le dire, mais nous qui avons pas mal travaillé avec Nicolas Sarkozy en 2012 pendant sa réélection, en revanche, il avait fait une très grave erreur. Il l'a reconnu d'ailleurs, mais ça n'empêche, il a fait une très grave erreur en 2009, il a fait une loi pénitentiaire qui disait, en gros, jusqu'à 2 ans de prison, quand vous êtes condamné à 2 ans de prison ferme, jusqu'à 2 ans de prison ferme, vous n'allez pas en prison. Ça, ce genre de loi, on ne peut pas penser que ce soit quelqu'un de pragmatique qui l'ait prise. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait ça ? Ouais, c'est Rachida Dati, sa ministre de la Justice. Et donc ça n'a rien à voir avec le corps des magistrats, qu'ils soient de gauche ou d'extrême gauche. C'est un homme politique de droite et encore considéré comme ayant réactualisé la question identitaire. Alors comment comprendre ça ? Parce que ceux qui pèsent sur le débat, ce sont ces syndicats d'extrême gauche. Les gens qui ont vraiment, en plus des moyens, de temps et de compétences pour parler de justice, c'est le syndicat de la magistrature.
Donc évidemment, c'est leur vision qui abreuve le monde entier, politique, public, l'opinion publique, etc. Oui, mais qu'est-ce qui a amené Nicolas Sarkozy à prendre cette décision? C'est ça que j'aimerais comprendre, le levier par lequel ces magistrats, ces professionnels de la justice peuvent utiliser pour infléchir une décision politique. Alors en fait, là aussi, je pense qu'il faut prendre les choses au temps relativement long, en tout cas au moyen terme. Dans les années 60, jusqu'aux années 60, la justice était gérée de manière assez objective. Il n'y avait pas d'idéologie dans la justice, on voyait ça pas tellement comme un terrain idéologique. À partir de mai 68, on a le syndicat de la magistrature qui se crée, et à la suite de création de toutes sortes de théories du droit, qui s'appelle par exemple la défense sociale nouvelle par un juriste français qui s'appelle Marc Ancel, qui est une théorie d'extrême gauche, dans laquelle on disait que le centre du procès, ce n'est plus la condamnation du coupable, ce n'est plus la protection de la victime, ce n'est plus la protection de la société, mais c'est la réinsertion du coupable, et uniquement ça. C'est devenu ça le centre du procès. Donc la thématique de la réinsertion viendrait de ça, de cette théorie. Oui, ah, d'accord. Complètement. Ah ouais. Qui a gagné... C'est insupportable cette thématique. Surtout quand on ne sente que le procès là-dessus. Oui, tout à fait. Et à partir, donc ces théories-là sont nées dans les années 50-60, le syndicat de la magistrature naît en mai 68, il gagne énormément de pouvoir médiatique dans un premier temps avec des juges qui savaient faire de la com, hein, tout simplement, des juges qui ont ouvert leur dossier, qui ont fait venir des journalistes, etc. À partir des années 80, ce syndicat de la magistrature peuple essentiellement tous les ministères de la justice de François Mitterrand, et donc il gagne un pouvoir énorme pour peser sur l'opinion publique, et typiquement des relais. Le syndicat de la magistrature, dès qu'ils font une pétition, ils sont relayés dans le monde. C'est vrai, mais Mitterrand est une exception. Avant lui, c'était Giscard. Oui, mais après personne lui... ne donnait la réponse. Personne ne leur donnait la réplique. Et donc les thèses du syndicat de la magistrature ont cours dans les universités, dans les facultés et presque dans l'opinion publique. Dans les années 80, il y a des sondages quand même un petit peu étonnants, comme quoi la majorité des Français considèrent que la prison n'est pas la bonne solution. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, mais dans les années 80, j'ai vu ça en rétrospective. Et personne ne leur donnait jamais la réplique au syndicat de la magistrature. Et autant dans les facultés, moi je l'ai vécu à la Sorbonne, dans les facultés de droit, il y a une seule pensée qui circule, c'est il faut réinsérer, il faut oublier la prison est une mauvaise idée, etc. Il n'y a pas d'augmentation de la criminalité, et on trouve tout un tas d'arguments pour expliquer que non, c'est juste parce que les violences sexuelles se disent plus, enfin bref, etc. etc. Et jusqu'à, humblement, je peux le dire, hein, l'Institut pour la justice a été et est toujours la seule réponse à toute cette machine d'extrême gauche extrêmement puissante sur le domaine de la justice. Et nous, on est les seuls à dire un petit peu, écoutez, non, peut-être que la prison, c'est pas si mal, la justice a aussi pour but de dissuader, l'insécurité, elle augmente peut-être vraiment quand même. Et donc, on a beau être majoritaire, je pense que les idées qu'on défend sont majoritaires dans la population. On fait un sondage chaque année, là par exemple, on a eu 81% des Français qui estiment que la justice est trop laxiste, donc nos idées sont largement majoritaires. Et on a encore énormément de mal à percer auprès du personnel politique, qui est bercé par ces illusions que moi j'ai subies en fac de droit. Après, c'est vrai que beaucoup d'hommes politiques ont fait des études de droit. Absolument, exactement. C'est un élément auquel je pense, c'est vrai que je suis en train d'y penser. Ouais, beaucoup ne viennent pas suffisamment des études scientifiques, d'ingénieurs, et beaucoup trop sont passés par le droit. Nicolas Sarkozy était avocat, par exemple. Oui, c'est ça, et je suis en train de parce que Marine Le Pen aussi était avocate. Absolument. Donc c'est vrai que s'il y a toute une génération d'étudiants qui ont été acquis à ce genre d'idées et qu'en grandissant... Pas tous, hein, évidemment. Non, une certaine génération. Une bonne partie. 80% peut-être des promos adhèrent quand même à... Parce qu'on en a déjà entendu parler de ce syndicat de la magistrature, maintenant j'en me souviens, parce qu'ils avaient le mur des cons. Voilà, ça on peut en parler, ça, du mur des cons. Ça, je ne sais pas si vous pouviez le rappeler, le fait, parce que ça fait un moment... En deux mots, un journaliste, Clément Veil-Rénal, un journaliste de France 3, se rend dans les locaux du syndicat de la magistrature pour faire une interview. Je cite ça, enfin je dis ça entre parenthèses, il y a beaucoup de journalistes qui vont voir le syndicat de la magistrature, c'est une preuve de plus. Mais enfin bref, en tout cas Clément Veil-Rénal y va, et il donne son interview, enfin il prend l'interview, et puis à la fin il constate quand même quelque chose d'assez bizarre. C'est dans le mur d'un des locaux du syndicat de la magistrature, si je me souviens bien, hein, sur le mur d'un des locaux, il voit écrit en gros le mur des cons. Et là on voit beaucoup de noms, alors beaucoup de gens de droite. Typiquement, Nicolas Sarkozy était l'ennemi absolu du syndicat de la magistrature. Oui, il le détestait de manière complètement ministère de l'identité. Exactement. Et donc, tous ces ministres étaient là. Et tous les gens qui demandaient, en gros, une justice plus ferme. Il y avait mon prédécesseur,
Xavier Bébin était épinglé sur le mur des cons. Et il y avait aussi des pères de victimes. Par exemple, le colonel Schmitt, père d'Anne-Lorraine Schmitt, qui est une jeune fille qui avait été tuée de 30 coups de couteau dans le RER D au début des années 2000, même moitié des années 2000. Il y avait des parents victimes qui étaient dans le mur des cons pour ces magistrats. Et donc, Clément Vérénal voit ça, il se dit c'est quand même assez scandaleux, il filme en caméra cachée, et puis ensuite il le diffuse, par le biais d'ailleurs, c'était très difficile pour lui de le diffuser, j'avais lu ça, c'est Atlantico qui a accepté de le diffuser, parce que François évidemment ne voulait pas, enfin bref, donc ils ont eu beaucoup de mal à diffuser cette vérité objective, qui est que au syndicat de la magistrature, on revendique clairement ses idées, on revendique clairement son biais idéologique. Et autant ce serait un syndicat de cheminots ou de quoi que ce soit, bon, à la limite, ça n'a pas tellement d'incidence. Mais quand ce sont des juges, des gens qui sont supposés être impartiaux et équitables, ça pose énormément de problèmes. Et donc ça, c'était 2013, je crois, l'affaire du mur des cons. Et aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Le syndicat de magistrature est toujours là. Il aurait dû, à mon avis, être dissous. Ça me semble assez évident. Bon, il ne l'a pas été. Mais aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Françoise Marthe, qui était la présidente du syndicat de la magistrature, s'en est échappée avec pratiquement rien comme sanction, un semi-blâme, enfin bref. Et aujourd'hui, elle a un poste très, très, très intéressant de magistrat. Et aujourd'hui, on a complètement passé l'éponge sur cette affaire. Et le syndicat de magistrature fait encore 33% des voix aux élections des magistrats. Voilà. Selon vous, dans le travail de cet institut, quel est l'enjeu actuel et futur pour lutter contre cette délinquance, cette criminalité en France? Comment on peut, comment envisager des solutions? Alors, nous, on est justement en train de sortir un livre blanc là, en ce moment là-dessus, où justement j'ai repris tout ce qu'on dit depuis 15 ans, et j'ai essayé de tout remettre ça, j'ai travaillé avec quelqu'un évidemment, et on a travaillé là-dessus, et on a essayé de remettre ça de manière assez claire, et donc il y a en gros 25 à 30 mesures qui permettraient de sauver la justice, ce qui fait quand même beaucoup. Mais si je devais garder les plus importantes, moi je pense que l'exécution des peines est un problème vraiment majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà trop peu de peines à la hauteur de l'infraction qui a été commise et du dégât qui a été causé à la victime. Tous les jours, on les voit. Tous les jours, on a créé un compte Twitter qui fait une recension de ça. J'ai une personne à temps plein qui s'occupe de ça. Tous les jours, on recense les décisions de justice scandaleuses. Mais en fait, non seulement les décisions de justice sont scandaleuses, mais leur exécution est encore plus scandaleuse. Et le mois dernier, on a sorti un grand dossier dans le Figaro qui s'intitule « Prison ferme, 4 prisonniers sur 10, 4 condamnés sur 10 n'y mettent même pas les pieds ». C'est-à-dire que quand vous êtes condamné au hasard à de la prison ferme, vous avez 41% de chances de ne même pas y aller, de ne même pas passer par la case prison. Alors qu'au tribunal, le juge a dit « Votre infraction est suffisamment grave pour que je vous condamne non pas à de la prison avec sursis, non pas des travaux d'intérêt général, non pas à des mesures alternatives que vous auriez vues avant le procès. Non, non, je vous condamne à de la prison ferme, parce que ce que vous avez fait, c'est vraiment grave. » Ah oui, mais vous avez encore 4 chances sur 10 de ne même pas y mettre les pieds. Donc, pour moi, l'exécution des peines devient le gros point noir de la justice. C'est l'enjeu actuel et futur. C'est l'enjeu le plus urgent. Il y en a tellement, pour tout vous dire, il y en a tellement des enjeux, mais l'enjeu le plus urgent, à mon sens, maintenant, c'est ça. C'est qu'on a institutionnalisé un mensonge. Parce que tout ce que je vous dis là, ces aménagements de peine, soit en cours de peine, soit au moment du prononcé du jugement, c'est-à-dire quand je vous ai dit, vous allez en prison, monsieur, vous allez en prison, mais en fait, vous n'y allez pas. Parce que c'est ça qu'il dit, le juge, pratiquement. C'est pratiquement texto. Il dit, vous allez en prison, mais en fait, ça sera aménagé. Donc, vous n'y allez pas. Ça, c'est un mensonge institutionnalisé par une loi. Ce n'est pas les juges qui décident de faire ça dans leur coin. Ce sont les politiques. Et je vous ai cité la loi Dati. Ça a été empiré depuis. La loi Belloubet a encore empiré cette situation-là, qui est qu'aujourd'hui, quand vous êtes condamné à jusqu'à 1 an de prison ferme, pas avec sursis, je le répète, 1 an de prison ferme. C'est-à-dire qu'il faut quand même y aller pour 1 an de prison ferme. Vous avez automatiquement votre peine qui est aménagée, dans 99% des cas. Donc, oui, pour moi, ce mensonge institutionnalisé, il y en a d'autres. Pour être condamné à 1 an de prison ferme,
Qu'est-ce que ça veut dire comme acte? C'est quoi comme crime? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, alors, dans l'ancien code pénal, ça serait assez facile d'être condamné à 1 an de prison ferme, puisqu'avant, il y avait des peines minimales. Aujourd'hui, on n'a plus de peine minimale. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile de vous répondre, puisque ça fausse tout. Ça fausse tout, puisqu'on n'a plus de peine minimale. Et donc, chaque procès est très, très, très différent. Et ça aussi, c'est peut-être un enjeu. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune harmonie dans les décisions de justice. On a quelques juges, pas beaucoup, et d'ailleurs, ils se font vilipender en place publique quand ils sont un peu plus sévères, quand ils vont au-delà des minimales. Et en revanche, sinon, l'immense majorité va aller en dessous. Et là, ça peut être très, très, très variable. Ça va dépendre évidemment de la personnalité du délinquant. Il y a 1 an de prison ferme, il y a 1 an de prison avec sursis. 1 an de prison ferme, faudrait que j'ai des faits divers en tête, mais si vous allez sur le compte Twitter Observatoire du laxisme judiciaire, tous les jours, on en met 2 ou 3. On les voit, on voit des condamnations qui sont laxistes. À 1 an de prison ferme, je ne saurais pas vous dire, je pense que... Pas de souci, c'est simplement pour les gens se représentent un peu ce que ça veut dire. Il faudrait une agression grave. Une agression grave qui pourrait potentiellement... de 7 jours d'ITT, enfin plus de 7 jours. Ah oui, plus de 7 jours d'ITT, ça c'est sûr. Certainement commise en récidive. Je pense que si vous n'êtes pas récidiviste, vous ne pouvez jamais avoir de la prison ferme, c'est pratiquement sûr, à moins que vous ayez commis un crime, c'est-à-dire un meurtre ou un viol, et encore. Donc pour une agression, 1 an de prison ferme, oui, il faut être récidiviste. Il faut une agression très grave dans laquelle... Donc en fait, ça veut dire que le juge va vous condamner à 1 an, il vous dit c'est du ferme, mais vous n'irez pas en prison. Voilà, exactement. Statistiquement, c'est ce qui se passe. Exactement. D'accord. Parce que dans la loi, il est dit, c'est la loi Belloubet, les peines de 1 mois de prison ou moins sont tout simplement supprimées. Donc les juges n'ont pas le droit de les prononcer. Attendez, et les peines n'ont pas le droit de les prononcer? Ils n'ont pas le droit. C'est interdit maintenant de prononcer des peines de moins d'1 mois de prison ferme. Il y a beaucoup d'exemples à l'étranger qui tentent à prouver que ce serait pourtant une très bonne chose de prononcer des peines de moins d'1 mois. Bon, ça on pourra en parler. Mais donc la loi Belloubet, c'est entre 1 mois et 1 an maintenant, vous êtes quasiment certain, la loi dit, le juge, à moins qu'il motive par 150 raisons sa décision, il doit automatiquement aménager la peine dès le prononcé de l'audience. Et je ne parle même pas des aménagements de peine en cours d'exécution. C'est-à-dire que quand vous avez été condamné à 10 ans de prison, par exemple, pour avoir commis un meurtre, un viol sauvage, pardon. Là, vous avez tout un tas de mécanismes qui se rajoutent. Il y en a tellement qu'on ne peut même pas tous les citer. On a la libération sous contrainte aux 2/3 de la peine, on a, c'est-à-dire un réexamen obligatoire, on a la libération conditionnelle à la moitié de la peine, sachant que en fait, ce n'est pas vraiment la moitié de la peine, puisque à la peine qu'on va considérer comme la vraie peine, on va soutirer jusqu'à 6 mois par an pour des réductions de peine automatiques ou supplémentaires de peine. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes condamné à 10 ans de prison, vous pouvez très sincèrement sortir au bout de 2 ans. C'est par exemple dans l'affaire Dorier qui est sortie il y a peu de temps. La personne était condamnée, donc vous vous souvenez certainement à Lyon, une jeune femme fête son anniversaire et deux sauvages, hein, moi j'ai du mal à utiliser d'autres mots, mais deux criminels en devenir prennent leur voiture et l'écrasent et prétendent qu'ils n'ont pas senti que son corps était sous la voiture pendant 800 mètres. 800 mètres, c'est très très long, hein, très honnêtement. J'ai fait le test, je me suis dit, ok, là on est à 0, là on est à 800, c'est très long. Donc ils prétendent ne pas l'avoir vu. Le conducteur a été condamné à 12 ans de prison. Il est en prison depuis 2020 et son avocat a annoncé il y a 1 mois qu'il pourrait demander une libération conditionnelle l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il aura fait en gros 4 ans en prison, à peine. Ce genre de choses, c'est réel. C'est pas juste... Là, on en parle parce que l'affaire Dorier avait heureusement pris un petit peu d'ampleur, mais en fait, c'est à peu près tout le temps. Les libérations conditionnelles, c'est à gogo. Les réductions automatiques, elles ont été supprimées, mais en fait, il y a d'autres réductions qui ont été augmentées. Donc aujourd'hui, tous les ans, vous pouvez économiser jusqu'à 6 mois par an de votre peine. C'est-à-dire la moitié. Est-ce que Ensuite, à la moitié de cette moitié, vous pouvez être libéré. C'est extraordinaire. Ouais. Mais de toute façon, les réductions de peine automatiques, ça n'a aucun sens. Enfin, je ne vois pas la logique. Alors, je ne sais pas. Alors, quel est le sens de cette... Eh bien, c'est pas compliqué, c'est qu'on n'a pas assez de place de prison. Et puis les années 80-90, on se dit, on n'a pas assez de place de prison, donc on fait tout pour libérer les gens. Et là, le mécanisme dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, vous êtes condamné à 1 an de prison ferme et vous sortez, c'est exactement la même chose.
c'est à la fois des raisons idéologiques, parce que le syndicat de la magistrature est très content, parce que dans tous les amphithéâtres de droit, de fac de droit, on va nous dire c'est très très bien pour la réinsertion, etc. Mais en fait, c'est, je ne sais pas si c'est avant tout, mais au moins pour des raisons budgétaires, qui sont qu'on n'a pas assez de places de prison. Et pourquoi on ne construit pas des prisons? Mais je suis bien d'accord. Parce que je pense, pour ce que je vous disais, c'est-à-dire que le monde de l'élite judiciaire déteste la prison. Et donc, si un président dit on va construire plus de prisons, il va se prendre les barreaux, donc les avocats, les magistrats, les profs de droit, en tout cas une majorité d'entre eux, dans la figure, qui vont se faire entendre à coup de tribune, à coup de manifestation, à coup de machin chouette. Et donc, ça ne va jamais passer. Moi, je m'étais fait la réflexion où j'imaginais un peu, enfin, évidemment, je ne lis pas l'avenir, mais je me suis dit, est-ce que Emmanuel Macron ne serait pas le Bill Gates, le Bill Clinton qu'il a été avec la politique de répression qu'il a menée. Parce que Bill Clinton a construit énormément de prisons. Exactement, et c'est un démocrate et ça a chuté. C'est-à-dire la complètement. Avant son mandat, il y avait une explosion. Enfin, les États-Unis, c'était vraiment très incroyable. Ouais. Et il y a eu une augmentation. La police est passée à 300 000 unités. Ouais. C'est équivalent à l'effectif de l'armée française. Ouais. La police américaine a atteint ce chiffre-là. Je ne sais pas actuellement où c'en est, ça m'avait frappé. À mon avis, c'est plus. Ah oui, c'est plus que ça. Oui, je pense qu'il y a plus que 300 000. En tout cas, à l'époque, j'avais vu, ça avait augmenté considérablement. Il a fait énormément construire des prisons. Énormément. C'est extraordinaire. Et donc, évidemment, ce qui s'est passé, ça a chuté. Et je me posais la question si Emmanuel Macron ne serait pas on aurait pu espérer, en tout cas on peut toujours espérer dès qu'il y a un changement. Non mais je veux dire, politique. c'est quand même extraordinaire qu'il n'y ait pas d'opportunité politique pour un candidat à mener à bien une politique qui fait l'unanimité. Eh bien oui. Emmanuel Macron, en fait, je pense que c'est même pas la pression de l'élite judiciaire. Lui, je pense qu'il n'y croit pas. Dans le débat d'entre-deux tours avec Marine Le Pen, là, à la dernière élection, il l'a dit, plus de prisons mène à plus de récidives, à moins de réinsertion et donc plus de récidives. Ce qui est empiriquement prouvé comme étant faux, mais il l'a dit. Et je ne m'étonne pas qu'il le dise, parce que dans l'élite intellectuelle, judiciaire, mais élite intellectuelle de manière générale, on le pense vraiment. Donc en fait, c'est vraiment cette idée qui est ancrée dans l'élite intellectuelle, politique, selon vous, qui les biaise et les amène à pas... Pas toujours, mais dans le cas d'Emmanuel Macron, je crois que c'est ça. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai remarqué quand même que son programme 2022... C'est pour ça que je me suis dit, mais à quoi bon faire un programme? Puisqu'Emmanuel Macron n'a pas fait de programme sur la justice et la sécurité en 2022. Il n'en a pas fait. Il n'y avait rien. Tous les autres en ont fait un. Moi, je les ai tous comparés, les programmes. Tous les autres ont fait un programme. Donc, beaucoup tenaient la route, d'autres pas du tout, mais peu importe. Emmanuel Macron n'en a pas fait. Il y avait une proposition, c'était faire une loi de programmation de la justice sur 5 ans. Ah oui, mais il l'avait déjà proposé en 2017. Donc, moi, j'ai rien contre Emmanuel Macron. Enfin, je parle du niveau de la justice. J'ai rien contre lui. Si lui, demain, il me dit on construit plein de prisons, je vais être content. Mais force est de constater que... Et comment vous évaluez sous le mandat d'Emmanuel Macron et jusqu'à maintenant les politiques, le fait qu'il ait nommé Dupond-Moretti, qu'est-ce que ça veut dire dans le milieu professionnel de la justice? Vous, en tant que spécialiste, quand il y a eu cette nomination, qui avait étonné quand même, parce que Dupond-Moretti, on ne le voyait pas du tout, même lui, c'est un avocat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message s'est envoyé auprès des professionnels? Est-ce que c'est un message? Comment, quelle politique? Est-ce qu'il y a eu une politique particulière sous Macron ou pas du tout? Alors, je peux répondre tout de suite à cette question-là. Pas du tout. Moi, je l'ai écrit pas mal. Je l'ai écrit pas mal pendant la campagne. J'ai écrit des tribunes là-dessus. Emmanuel Macron a été dans la lignée de ce qui a été fait précédemment, sous François Hollande. Alors, un peu moins pire que François Hollande, un peu moins bien que Nicolas Sarkozy, mais c'est dans la lignée de ce qui s'est passé précédemment. On ne peut pas lui jeter uniquement la pierre. Ouais. On ne peut pas uniquement jeter la pierre à lui. Et sur Dupond-Moretti, alors Dupond-Moretti, je pense que moi je me suis dit, en fait, ils veulent juste faire de la com, puisque Dupond-Moretti est connu du grand public. Mais à part ça, il n'y a pas de raison que ce soit un meilleur choix que n'importe qui d'autre. Déjà, peut-être même un moins bon. Déjà, ses relations avec les magistrats sont absolument exécrables. Et pour être un peu
le chef au moins des magistrats du parquet, c'est quand même un petit peu étonnant. C'est un risque qui d'ailleurs s'est réalisé, puisqu'il a été mis en examen. Enfin bref, il a perdu des plumes, l'affaire Dupond-Moretti. Je pense que vraiment, c'était uniquement une histoire de com. Et puis, comme je vous ai dit, l'action de Dupond-Moretti ou l'action de Nicole Belloubet ou l'action de, je n'irai pas jusqu'à Christiane Taubira, mais de Rachida Dati, c'est un petit peu interchangeable. Christiane Taubira, c'était le plus délirant. Alors, c'était la plus délirante dans les mots. En fait, dans les faits, pareil. Dans les faits, on n'a pas vu de grande différence. Il y a eu la libération sous contrainte, moi, qui me vient tout de suite à l'esprit. Mais en fait, est-ce que ça permet de libérer encore plus de prisonniers? Je ne suis pas sûr. Non, moi je dirais que Christiane Taubira. C'est intéressant. Alors dans les mots, effectivement, elle avait un discours. C'est dur. Oui, très radical, très délirant. Oui. Et puis je pense que ces instructions pénales, il faudrait revoir, mais les instructions. Alors le ministre de la Justice peut transmettre des instructions aux magistrats du parquet. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais il y a les magistrats du parquet qui requièrent des peines, qui disent voilà ce dont la société aurait besoin pour tel individu qui a commis tel délit. Et puis il y a le juge du siège qui lui est indépendant. Et le ministre de la Justice a autorité sur les magistrats du parquet, autorité plus ou moins claire. Et donc, régulièrement, il peut transmettre des instructions aux magistrats du parquet. Moi, je considère ça normal. Et donc là, il faudrait voir, c'est des instructions, là, du coup, c'est des trucs très non écrits, mais qui vont quand même avoir une influence sur ce que le parquet va demander, et donc, in fine, sur les peines qui vont être prononcées. Donc, il faudra regarder exactement ce qu'il en est. Taubira, quand même, a fait une chose quand même, qui était très mauvaise, c'est la fin des peines planchées. Ça, c'est tout un sujet dont trop peu de gens parlent. Le sujet de la justice est un petit peu aride, donc on ne parle pas des peines planchées, mais les peines planchées, il faut savoir que tous les pays d'Europe en ont, sauf le Royaume-Uni. Qu'est-ce que c'est une peine planchée? Alors une peine planchée, c'est un minimum de peine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez le code pénal, vous avez le viol est un crime puni de 10 ans de réclusion criminelle. Ça, c'est le code pénal actuel. Le code pénal Napoléon, c'est-à-dire le code pénal originel, que nous avons exporté dans toute l'Europe et que toute l'Europe utilise encore aujourd'hui, un petit peu modifié évidemment, mais nous en avons été l'inspiration. Dans le code pénal Napoléon, on disait le viol est puni de 2 à 10 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, depuis 1994, on a un nouveau code pénal qui a supprimé le minimum. Donc on n'a plus de minimum. Et donc le juge peut faire ce qu'il veut. Sachant que par ailleurs, ça veut dire que chaque peine a un minimum. Exactement. Qu'aucun juge n'a le droit d'aller en dessous. Ça. On dit peine planchée, en fait, on devrait dire peine minimale, puisque dans le code pénal, c'était peine minimale. Mais c'est ce qu'utilisent tous nos voisins. Je regarde ça, je vous dis de tête, mais les pays dont j'ai étudié le code pénal, le Portugal, l'Espagne, Monaco, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, je les remonte là, le Luxembourg, la Belgique, ont tous des peines minimales. Sauf la France. Pourquoi ? Parce que nous avons voté un code pénal en 1994, au moment où François Mitterrand était au pouvoir et où la gauche judiciaire était omniprésente et omnipotente. Et donc, c'est un code pénal qui fait sauter ces minimums-là. Et Nicolas Sarkozy a voulu les rétablir dans une version bien édulcorée en 2007. Ça a duré 4-5 ans, sachant que c'était édulcoré puisque c'était uniquement en cas de récidive et pas toutes les infractions comme c'était prévu avant. Et ça a duré 5 ans. Christiane Taubira l'a supprimé dès qu'elle est revenue. Et aujourd'hui, on n'a plus de peine minimum, plus de peine minimale, et pour autant, il me semble qu'il en faudrait absolument. Donc en fait, même les décisions antérieures ont été d'un Nicolas Sarkozy, ont été revues de toute façon au gré des élections. Les peines planchées, c'était une très bonne chose. Nicolas Sarkozy, à ce niveau-là, nous, on était complètement en faveur. C'est se rapprocher un petit peu de ce que font tous nos voisins européens. Et quand on a un niveau de délinquance comme ça, il faut peut-être un petit peu durcir la justice. Donc nous, on considère que c'était une très bonne chose. Mais malheureusement, effectivement, ça a été détricoté quelques années plus tard. Mais est-ce que cette adhésion à la réinsertion du criminel comment dire, est-ce qu'il y a des pays où on peut utiliser comme exemple de politique de réinsertion qui fonctionne, qui est efficace comme politique pour diminuer la criminalité et la délinquance d'un pays? Eh bien, moi, je me souviens avoir lu un rapport de la solliciteur générale du Canada. Le Canada, j'en parle non pas uniquement pour mon expérience personnelle, mais c'est aussi un pays vraiment à la pointe de la criminologie et on considère qu'ils sont pragmatiques, pas dans tous les sujets, mais sur le sujet de la criminalité, ils sont relativement pragmatiques. Il y a beaucoup de recherches sur ce sujet dans le pays, et les hommes politiques sont plutôt pragmatiques. Comme Bill Clinton aux États-Unis était pragmatique. Moi, je me souviens avoir lu un rapport de la solliciteur générale du Canada, donc, qui est un haut magistrat canadien, qui disait
à ce jour, aucune étude ne peut clairement constater que la politique de réinsertion via, c'était le bracelet électronique, mais ça vaut pour tous les aménagements de peine, que le bracelet électronique, que cette réinsertion-là ait donné le moindre résultat, sachant que tous les résultats en faveur de ces politiques-là sont biaisés. Puisque évidemment, en fait, quand vous faites la moindre étude sur l'efficacité du bracelet électronique, en fait, vous allez comparer des gens, vous allez dire, les gens à qui on met un bracelet électronique vont moins récidiver que les autres. Ben oui, mais c'est biaisé de base, puisque les gens à qui on accorde un bracelet électronique sont des gens qui ont un moins de potentiel à récidiver, ce sont des délinquants moins graves, et donc vont moins récidiver. Et donc, moi, je me souviens très bien de ce rapport de la Solliciteur générale du Canada, et je m'étais dit, je pense qu'il synthétise un petit peu la vision de ça, c'est que ça fait un siècle qu'on essaie de lutter contre la récidive, par la réinsertion ou par d'autres biais. Jamais on a été en mesure de dire que ça fonctionnait. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que la criminalité augmente. Ça, par contre, là, on peut le mesurer. Dans des telles proportions, on ne pourrait pas ne pas le mesurer. Donc non, la recherche de la réinsertion, vous savez, dans mes études de droit, moi, quand on me parlait de la peine, on me disait la peine, elle a 5 buts. Elle a le but de neutraliser, faire en sorte que les criminels arrêtent leurs crimes, ne commettent pas de crimes pendant un certain temps, donc la prison, de dissuader, c'est-à-dire qu'on peut considérer que les criminels font aussi un calcul, d'ailleurs c'est prouvé, font aussi un calcul d'opportunité et de rentabilité. Est-ce que si j'ai tant de chances de me faire attraper et que j'encours telle peine de prison qui va être exécutée, est-ce que ça vaut vraiment le coup de voler le sac de cette vieille dame? Pas forcément, donc c'est la dissuasion. Il y a la rétribution, là qui est plutôt d'ordre symbolique, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a fait du mal à la société et donc la société doit un petit peu expier cette faute en punissant la personne qui en a fait. On a ensuite la réinsertion. La réinsertion, moi on me l'a appris et moi je ne considère pas que ce soit gênant qu'il y ait une part de réinsertion. Il y a plein de criminels ou délinquants qui peuvent se réinsérer, ça existe. Et enfin, la réparation auprès de la victime. Donc normalement, les victimes vont avoir une action civile qu'elles peuvent exercer pour obtenir réparation du dommage qui leur a été causé. Et ça, ce sont les 5 buts de la peine. Et bien, dans l'idéologie d'extrême gauche, on n'en voit plus qu'une. C'est la réinsertion. C'est uniquement ça. Et c'est ce déséquilibre-là, à mon avis, qui grève toute la justice en France, toute la chaîne pénale, puisque c'est de la justice jusqu'à la police, puisque les policiers sont les premiers à subir les mauvaises décisions de justice, puisque c'est eux qui sont au contact de la délinquance. Donc quand il y en a plus et qu'elle est plus violente et qu'elle sait que derrière elle n'est pas punie, évidemment il va avoir une tendance à être plus violent avec les policiers. Mais à mon avis, c'est ça le principal problème, c'est que la réinsertion ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la justice. Ça me paraît tellement évident. Pour vous, il est évident que les politiques qui ont été menées à partir de François Mitterrand, chez les magistrats, qu'on en subit les conséquences aujourd'hui. Oui, jusqu'à François Mitterrand. Pour tout vous dire, il y avait un ministre du général de... Non, pas du général de Gaulle, mais qui était proche du général de Gaulle, mais qui s'appelle Alain Peyrefitte, un ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre de la Justice entre 77 et 80. Il était exemplaire. C'était le ministre qu'il aurait fallu. Alors évidemment, il s'est pris tous les magistrats, il s'est pris tout le monde à lui taper dessus, toute l'élite judiciaire à lui taper dessus dès qu'il a voulu faire ses réformes. Mais lui, il avait un but, et il a écrit un bouquin très très intéressant, dans lequel il le dit, il résume tout d'une phrase, c'est punir le crime, la pensée dominante le nie, le peuple l'exige. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que lui se plaçait du côté du peuple. Et ce dont je vous ai parlé là, depuis le début de notre entretien, c'est toute cette caste judiciaire, cette élite judiciaire, qui, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, il y a beaucoup d'avocats, c'est une minorité, mais il y a quand même beaucoup d'avocats qui font très bien leur boulot, beaucoup de magistrats, etc. Il y en a beaucoup qui travaillent avec nous, d'ailleurs, directement, qui ne comprennent pas que ce soit comme ça. Des magistrats aussi ? Oui, il y a des magistrats qui travaillent avec nous. Alors, des magistrats souvent à la retraite, des jeunes retraités, puisque les magistrats, normalement, ne doivent pas s'impliquer ni dans un syndicat, d'ailleurs, ils ne devraient pas, en tout cas à mon avis, ni ailleurs. Mais donc ils le font pas, ou très très peu. Mais oui, il y a beaucoup de magistrats qui travaillent avec nous. Et donc Alain Peyrefitte était un très bon ministre de la Justice, et c'était un ministre d'un gouvernement de centre droit qui n'était pas particulièrement répressif, etc., etc. Donc oui, et tout ce que je vous dis là, c'est cette déconnexion entre élite judiciaire et peuple. Mais peut-être qu'en fait,
quand on parle, alors il y a un autre sujet, là on a vu cet aspect-là de prise de décision, mais cette criminalité, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les Français sont devenus fous? Pourquoi ils sont devenus criminels? Pourquoi il y a même si disons qu'il y a un laxisme extraordinaire, mais les Français, pourquoi adopteraient-ils pour autant une attitude criminelle ou délinquante? Alors, qu'il y ait cette explosion d'agression entre des individus. Il y a deux sortes de raisons. Premièrement, le premier ordre de raison dont je vous ai parlé, c'est la justice qui ne punit pas. Quand on a un sentiment d'impunité, quand on n'a plus de dissuasion, quand on a un calcul de coût-bénéfice de commettre un crime qui est positif en permanence, évidemment, ça pousse tout le monde, une grande partie en tout cas, à agir. Et l'autre série de raisons, c'est l'immigration. L'immigration en France, depuis les années 70, n'est pas régulée. C'est-à-dire que personne n'a les mains sur le tableau de bord. Donc, ça n'est pas régulé. Et ça fait très très longtemps que c'est avéré. Aux États-Unis, il y avait eu beaucoup d'études, dès le début du XXe siècle, beaucoup d'études là-dessus. L'école de Chicago, notamment, avec les Polonais, avait estimé qu'il y avait une surdélinquance des Polonais et des Italiens à Chicago par rapport aux autres groupes de la ville. Et donc, évidemment, l'immigration, aujourd'hui, c'est un fait objectif, c'est prouvé. On le sait, les statistiques du ministère de l'Intérieur. Alors, on n'a pas les gens issus de l'immigration, mais on peut s'arrêter uniquement aux étrangers. On sait que les étrangers ont une surreprésentation dans toutes les catégories du code pénal. Il y en a une dizaine. Alors, je vous ai dit, vol dans les véhicules, mais viol, homicide, pour etc. avoir une idée, une représentation, est-ce que c'est, quand vous avez dit qu'il y a, vous avez donné le chiffre de 300 000, est-ce que c'est chaque délit, enfin les 300 000, c'est il y a 300 000 personnes qui ont commis, ou est-ce que c'est une personne qui en a commis 10, 20, 30? C'est plutôt une personne qui en a commis beaucoup. Donc il y a des individus qui sont surdélinquants. Oui, en fait, en France, aujourd'hui, actuellement, il y a sous main de justice 240 000 personnes. C'est-à-dire des gens qui sont soit en prison, pour une minorité, mais sinon sous bracelet électronique pour avoir commis un crime ou un délit quelconque. Donc on peut dire en gros qu'il y a 240 000 délinquants en France actifs. C'est pas une majorité, ça reste une minorité de la population. C'est énorme, je trouve que c'est un chiffre énorme, mais ça reste une minorité de la population. Donc à cette question-là, je répondrais oui, sur les 300 000 agressions, il y en a certainement beaucoup qui sont commises par les mêmes personnes. On voit régulièrement. Pareil, quand on s'intéresse, quand on fait notre travail, là, quand on s'intéresse à la presse locale et aux faits divers, on en croise beaucoup des gens qui sont condamnés pour la 29e, la 53e fois. Vous avez dit à un moment donné, je crois... quand ils sont condamnés. Oui, que la justice française ou le système pénal français ne sait pas traiter la surdélinquance. Alors elle a un problème, la criminalité grave, elle a eu beaucoup de problèmes avec ça dans les années 90. J'observe, c'est très difficile à quantifier, mais j'observe qu'il semblerait que la justice française gère mieux ces quelques criminels. Il y a, je crois de tête, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un peu moins d'1 millier de peines de perpétuité qui sont prononcées, donc de criminels très graves en France, il y a peut-être 1 millier. Cela, j'ai l'impression que la justice les gère mieux qu'avant. Mais en revanche, selon je vous ai parlé, toutes les autres statistiques tendent à montrer que la justice gère beaucoup, beaucoup moins bien les petits délinquants. En fait, c'est pas pour faire l'avocat, mais c'est simplement pour essayer de comprendre les choses un peu à une autre perspective. En fait, quand vous avez à juger quelqu'un qui a commis des meurtres, ou a tué des gens, violé, c'est des choses tellement graves que les peines paraissent raisonnables. Alors que quand vous avez vous tombez sur une personne, vous êtes magistrat et vous tombez, vous tombez sur des personnes où il s'agit en fait d'agressions, de coups qui sont, même si c'est une récidive, vous avez l'impression qu'il y a peut-être un sentiment de disproportion d'envoyer une prison quelqu'un parce que tout simplement il a recommencé, alors qu'on se dit peut-être que si on arrivait à faire changer son comportement légèrement, il cesserait juste de se comporter comme ça. Et la peine de prison apparaît tout à fait plus raisonnable et proportionnée quand il s'agit de ce que j'ai dit, que d'une personne qui a mis une musique à la plage,
une autre personne est venue, on lui a dit tu es éteint, l'autre ils se sont insultés, bagarre, l'autre il est gravement blessé parce qu'ils étaient à 3 dessus, même si évidemment c'est immoral et c'est insupportable à le vivre, etc. Je ne suis pas du tout en train de dire, c'est pas ça dont je parle. Je parle juste, le magistrat, lui, qui lit à froid, je dis, est-ce que vraiment ça mérite 2 ans ferme pour une bêtise de musique trop forte, ou alors que ça aurait pu se régler différemment? Est-ce que ce phénomène-là, où des magistrats qui sont à la retraite, n'ont pas eu aussi, tout simplement? Alors, je pense que votre réflexe est compréhensible. On peut effectivement, quand on est quelqu'un de normalement constitué et qu'on se met à la place de quelqu'un qui va potentiellement aller en prison, on se dit « Ah, la prison, c'est quand même pas facile, il faut vraiment que ce soit grave pour l'y envoyer ». Mais au bout d'un certain temps, l'expérience de chaque magistrat démontre que ces gens qu'on a déjà vus, enfin qu'on a en face de soi, en fait, on les a déjà vus il y a 3 mois, et puis il y a 6 mois avant aussi, puis il y a 1 an encore avant. Puis en lisant son dossier, on voit qu'il y a 10 ans, il était déjà en train de commettre des délits, qu'à chaque fois, il nous sort le même discours que « Non mais c'est la dernière fois, là j'ai trouvé un travail, là j'ai ma copine, j'ai un bébé, j'ai ceci, cela, ça va s'arrêter », qu'à chaque fois, ça ne s'arrête pas. Quand parallèlement, on met ça avec l'explosion de la délinquance qui tente à prouver qu'il y a de plus en plus de délinquants et que les délinquants sont de plus en plus actifs en France, je pense qu'il faudrait se dire, on s'arrête. Mais à la limite, ce que je vous disais tout à l'heure sur les peines minimales, ça devrait régler le problème. On a des peines minimales, le juge ne veut pas descendre en dessous, à moins qu'il trouve des circonstances atténuantes, ce qui peut arriver, mais ça c'est encadré par la loi. C'est ce que font tous nos voisins européens. À ce moment-là, ça règle le problème. Mais au pire, vous me diriez, ça ne me convainc pas. Je vous dirais, regardez ce que font les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on a parlé des courtes peines tout à l'heure, aux Pays-Bas, ils ont décidé, ils avaient un gros problème de délinquance au début des années 2000. Et ils se sont dit, alors il manquait de places de prison, et ils avaient une surdélinquance bien plus élevée que la France d'aujourd'hui. Ah ouais? Oui, alors c'est un pays très dense, les zones denses sont quand même beaucoup plus criminogènes que les autres, donc c'est difficile aussi de comparer un pays comme les Pays-Bas avec la France. D'accord. C'est comme vous diriez comparer les Pays-Bas. Non, bien sûr, mais c'est intéressant de voir la politique qu'ils ont menée. Et donc ils ont décidé, on a un nombre de places de prison fixe. Comment est-ce qu'on va faire pour faire diminuer la délinquance, mais tout en étant plus dissuasif? Ils avaient compris, eux, en étant pragmatiques, que c'est en étant plus dissuasif qu'on faisait baisser la délinquance. Et donc ils se sont dit, on va augmenter le nombre d'entrées en prison et le nombre de sorties, mais on va diminuer la durée moyenne de peine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux Pays-Bas, on prononce beaucoup plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais on prononce beaucoup plus, de l'ordre de 2 fois plus de peines de prison, et on les exécute beaucoup plus qu'en France, mais pour beaucoup moins longtemps. La peine moyenne est de 3 mois, alors qu'en France, c'est 8 mois, un truc comme ça. D'accord. Beaucoup plus de turnover. Et, miracle, ça marche. 15 ans après, 10 ans après, même assez rapidement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait, que le problème du manque de places de prison avait été résolu et qu'aujourd'hui les Pays-Bas... Sans construire de places? Sans construire de places. Même mieux. Ils louent maintenant les places à la Belgique et à la Norvège et ils vendent des prisons entières à des promoteurs immobiliers, et donc il y a tout un tas de logements de luxe, d'hôtels, etc. dans d'anciennes prisons. Parce que... Et en fait, tout ça part d'un principe simple, un principe de criminologie théorique fondamentale, qui est la certitude de la peine produit toujours plus d'effets sur le délinquant. La certitude d'une peine, même peu grave, produit toujours plus d'effets sur le délinquant qu'une peine très grave, mais incertaine. C'est Cesare Beccaria, le père de la criminologie, qui a dit ça au XVIIIe siècle, qui avait été un petit peu oublié partout en Occident, que les Néerlandais ont redécouvert, et que malheureusement les Français ne veulent toujours pas mettre en place. C'est dommage, on ferait certainement baisser la délinquance. Et donc quand je vous disais, c'est dur de mettre en prison quelqu'un pour 2 ans, bah oui, si on part de 2 ans, c'est sûr que c'est dur on se dit, il faut que ce soit grave pour mettre quelqu'un en prison pour 2 ans. Mais si on se dit, on le met en prison pour 15 jours, comme ça il va comprendre, l'expérience prouve que ça fonctionne. Et tout ça était parti aussi d'ailleurs. C'est sûr. Vous donner un autre exemple, c'était parti à la base d'une expérience aux États-Unis, à Hawaï. C'était un procureur qui gérait des toxicomanes et qui voyait des toxicomanes délinquants et qui les voyait tout le temps. Et en fait, il s'était rendu compte que les toxicomanes, on les relâchait, on leur disait rien, et en gros, l'agent de probation qui s'occupait d'eux, chaque fois qu'il les revoyait commettre un petit délit, ou fumer à nouveau, ou sniffer à nouveau, l'agent de probation attendait plusieurs fois avant enfin il disait, s'il les connaissait, il disait « Ah mais non, mais c'est pas bien, on avait dit que t'arrêtais, c'est la dernière fois, etc. »
Donc, il faut que tu arrêtes. Et au bout d'un certain nombre de fois assez indéterminé, 9-10 avertissements par l'agent de probation, le toxicomane, qui continuait à récidiver, se retrouvait devant le juge. Je ne sais plus comment s'appelle le juge Alpern, peut-être, je crois. Enfin bref. Et donc le juge a dit, mais ça ne fonctionne pas là, cette méthode-là. On va faire une autre méthode. Désormais, il n'y aura plus de seconde chance. Chaque fois qu'il relâchait un toxicomane, il leur disait, je vous relâche, mais si jamais vous êtes attrapé à la première fois, vous irez tout de suite faire 1 semaine de prison. Ce qui n'est pas beaucoup. D'habitude, ils étaient condamnés à plusieurs mois. Là, ils allaient être condamnés qu'à 1 semaine de prison. Et bien, très marrant, dès le premier essai, la moitié des toxicomanes n'ont plus jamais été testés positifs à la drogue. Et après 2 ou 3 essais, je crois qu'on était à 80-90%. Donc ça avait été un immense succès. Et c'est de cette expérience-là que les Pays-Bas se sont inspirés pour mettre en place, à grande échelle, leur politique de fermeté immédiate. C'est très intéressant parce que c'est absolument pas connu. Bah non, ça manque, ça gagnerait vraiment à être connu. Ouais, parce que en fait, il n'y a pas besoin de construire de... Il n'y aurait pas besoin, peut-être qu'en France, si, quand même. Je pense quand même. Parce que ça ne ferait pas de mal. Ça, oui. Au pire, on les louera. Mais en fait c'est vrai que comme on a une explosion de la délinquance et que le profil de la délinquance n'a rien à voir, enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est un continuum, mais c'est pas les crimes graves où on se met à tuer quelqu'un, etc. Et c'est ce profil-là, et j'en suis sûr, c'est surreprésenté par des jeunes. Énormément de jeunes. Et donc des peines courtes. C'est 17-21, la période. Oui, la période terrible. Et c'est aussi l'engagement politique aussi. Ça doit être plein de choses aussi. Ouais, c'est ça. On a le sang chaud à cet âge-là. Et je pense qu'en fait, oui, mais justement, ça calme. Parce que si vous êtes face au juge et vous vous dites, non, mais je pars avec 1 semaine de prison, je vais faire 15 jours de prison, là, sérieusement. Et si vous êtes sûr que ça va le faire, évidemment. Vous y pensez à 2 fois et c'est là où vous avez dit, oui, mais on a supprimé le fait de pouvoir faire 1 mois de prison ferme. Oui. Ce qui était une aberration complète. Et c'était 2019. Ce qui est terrible, c'est-à-dire là, on va totalement à l'encontre. Exactement. On aggrave la situation. C'est ça. C'est terrible. C'est ça. Et est-ce que, on a parlé de l'immigration, il y a une des réponses dans la classe politique qu'on va qualifier de droite ou d'extrême droite, ou comme Éric Zemmour, c'est le lien entre l'immigration, mais pas uniquement l'immigration récente, entre les populations d'origine immigrée, qui seraient elles aussi un facteur aggravant. Mais est-ce que c'est un facteur aggravant parce qu'elles sont d'origine étrangère, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une surreprésentation de jeunes au sein de ces populations? Il y aurait en moyenne plus de jeunes par rapport aux populations françaises de souche. Est-ce que c'est des sujets qui sont à aborder, ou c'est pour vous pas vraiment des sujets utiles, puisque in fine, si on appliquait les solutions qui sont les vôtres, les solutions techniques de place de prison, application des peines, ça réglerait le problème? Ou est-ce que ça reste quand même un problème qui doit être aussi traité, ou non? Alors, c'est un problème qui doit être traité. Tout problème doit être traité, à mon avis. Et c'est un problème qui a été aussi prouvé par des études. Il y a une étude, par exemple, qui s'appelle « Le déni des cultures » du sociologue Hugues Lagrange, qui a été publiée en 2008, je crois, dans laquelle il dit que les adolescents, alors c'est une étude sociologique, ce n'est pas une étude statistique, il dit que les adolescents originaires du Sahel sont 3 fois plus susceptibles de commettre des crimes ou des délits que les adolescents d'origine française. Donc bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en France, il y a cette étude-là qui a été faite. En Suède, on le sait, alors je crois qu'ils avaient fait une étude sur les viols, et ils disaient qu'en gros, la moitié des viols dans la ville de Malmö, je crois, plus de la moitié, 55%, étaient le fait d'étrangers ou de descendants d'étrangers. Comparé à une population... Je vais prendre une autre question. En fait, on va reprendre... on sait qu'il y a une concentration, par exemple, dans les grandes villes urbaines, de populations qui sont issues de l'immigration de plusieurs générations, qui sont nées en France, mais dont leur grand-père est d'origine étrangère, ou leur père, etc. Ouais. Et il y a des régions où il y a des Français de souche, il n'y a pas d'immigrés, tout simplement. La campagne. Donc, voilà, la campagne, etc. Est-ce qu'il y a des comparaisons de délinquants? Est-ce que, statistiquement, si je devais l'énoncer en termes bayésiens du milieu sceptique, quelle est ma crédence pour me faire agresser dans une zone à Aulnay-sous-Bois,
Sevran-Bodot, ou dans la... Alors, à densité équivalente, mais c'est compliqué parce que là, la densité est plus faible. Alors, c'est pour ça que c'est difficile. Mais est-ce qu'il y a une zone où il y a une population très faible d'immigrés, comme dans l'Est de la France, je crois, j'avais vu, et on constate, bah non, les profils de délinquance, les cas de délinquance de cette nature-là n'existent pas. Est-ce que c'est pas réparti sur le territoire de manière homogène? Est-ce que partout où je vais, j'ai autant la probabilité est aussi forte, ou est-ce qu'il y a des zones où la probabilité est plus forte? Et est-ce que cette probabilité est en partie expliquée par une concentration de population issue de l'immigration? Je pense que oui. Alors, je vous ai cité ces deux exemples-là de l'université de Lund et puis de Malmö et de Lagrange. Objectivement, il y a un classement qui est sorti hier sur le nombre d'agressions par grande ville française. Et c'est, une fois de plus, comme c'est le cas depuis 20 ans que je vois ces statistiques-là passer, c'est Saint-Denis qui est toujours, en termes d'agression par habitant, qui est numéro 1 de France. Et d'assez loin. Donc oui, on peut... Maintenant, la question c'est pourquoi et surtout qu'est-ce qu'on en fait. Moi, la question pourquoi, je vous ai expliqué un petit peu cette... ça, c'est une théorie très personnelle. Je vous ai expliqué un petit peu la chronologie de l'évolution de l'homicide en Europe et en Occident. Et en fait, toute cette évolution-là, elle se voit dans beaucoup de pays. Et il y a toujours la même chronologie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la société avance, que la civilisation s'enracine, que l'État prend place, que la justice se fait entendre et se fait efficace, on a une diminution des homicides et on a, et notamment, quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais le corollaire de ça, c'était qu'au Moyen-Âge, votre bouclier pour survivre dans la vie, c'était votre réputation. Et donc, vous deviez exiger le respect, puisqu'il n'y avait personne pour vous défendre. Il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de police qui était là pour vous défendre si vous ne vous défendiez pas vous-même, en tout cas beaucoup moins. Et donc, ne pas être respecté au Moyen-Âge, c'était potentiellement se mettre en danger de mort. Et donc, toute cette chronologie-là, c'est-à-dire diminution des homicides, remise de cette responsabilité-là par les citoyens sur le dos de l'État, c'est une progression qui se retrouve dans toutes les civilisations. Mais quand vous prenez l'immigration, où on mélange des peuples qui sont à des points différents sur cette ligne-là, évidemment, ça c'est un point qu'on voit très souvent, que tout le monde a constaté dans sa vie, les gens issus de l'immigration ont une tendance à considérer le respect comme quelque chose de plus important que les gens non issus de l'immigration. Je n'ai pas d'études qui pourraient vous confirmer ça, mais bon, ça m'apparaît assez clair. Et bien moi, je pense que c'est directement lié à ça. C'est qu'ils sont simplement... Les peuples, l'immigration maghrébine dans un premier temps, ensuite en Afrique dans un deuxième temps, africaine, elles en sont à des points différents sur cette évolution. Et on ne peut pas sauter les étapes comme ça gratuitement en une génération. Ça peut évidemment se faire. Tout ça évolue et l'assimilation, qu'on le veuille ou non, elle fonctionne d'une manière ou d'une autre, plus ou moins lentement d'ailleurs. Mais on ne peut pas sauter les étapes n'importe comment. Et donc pour moi, c'était criminologiquement dangereux, voire inconscient, de vouloir mélanger des cultures, on peut changer de culture évidemment, mais des cultures qui en sont à des points différents sur le rapport à la violence et sur le rapport à la justice, etc., etc. Donc on se retrouve ensuite avec une justice française qui doit gérer deux cultures, à la fois des migrants afghans chez qui il y avait un sondage qui disait que 95% des Afghans estiment qu'une femme qui a trompé son mari ou que l'apostasie doit valoir lapidation. Quand vous avez des migrants afghans que vous devez gérer en même temps qu'il y a un paysan breton qui boit, qui prend le volant en buvant, ce qui reste quand même une très mauvaise chose, évidemment qu'on a une justice qui ne sait pas gérer. La justice, c'est un phénomène culturel, la justice. C'est vrai, mais... Une sanction n'est pas vue pareille selon la culture dans laquelle on est issu. Tout à fait, mais si on prend... si on tente de tester votre idée, on devrait comparer, par exemple... la situation de la délinquance et la criminalité en Algérie, et on comparait à ce qui se passe en France. Qui est très basse d'ailleurs. Or, elle est très basse parce que je l'ai vue. Donc, parce que la justice sait gérer. Oui, mais si c'était vrai, on aurait... Or, l'immigration est principalement algérienne. C'est la première. Je pense que si on devait regarder les comportements de délinquance, il doit y avoir en proportion, je parle en proportion, je parle en nombre, mais sûrement une surreprésentation de personnes issues du Maghreb. Les trois premières nationalités dans les prisons, ce sont les pays du Maghreb, effectivement. Voilà. Or, ce sont des pays dans lesquels la délinquance est très basse. Donc, malheureusement, ça contredit plutôt votre scénario. Parce que ils viennent de pays qui
ont un système judiciaire de répression de la délinquance et de la criminalité qui fonctionne. Qui fonctionne parce qu'il correspond à la culture du pays dans lequel il est. Oui, mais la politique la politique menée par l'État algérien n'est pas différente de... Je pense que si. Vous la connaissez? Bah, moi, je me souviens avoir lu, on avait parlé des MNA justement, et je me souviens avoir lu un article qui disait que il peut arriver, il parlait du Maroc, je ne sais pas si c'est vrai, mais on disait que les MNA, quand ils commettaient des délits au Maroc, ça pouvait arriver qu'ils se prennent une claque par les policiers. En France, c'est quand même plus rare. Et quand je dis une claque, c'est peut-être probablement plutôt 150 claques. Moi, je suis persuadé que tous les pays dans lesquels il n'y a pas eu d'immigration massive... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont été socialisés avec une institution qui met en place le respect de l'autorité. Exactement. Pourquoi cette socialisation disparaîtrait s'ils franchissent la Méditerranée? Parce que la justice agit différemment selon les attentes Elle enverrait des mauvais signaux. La justice française enverrait des signaux de faiblesse qui seraient interprétés dans leur culture comme une autorisation à faire tout ce qu'on veut. Selon vous, je pense que c'est ça. Moi, je pense que la justice n'est pas adaptée à gérer des gens qui viennent d'Afghanistan. Après, l'Afghanistan, c'est très particulier. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est une société tribale pachtoune. L'Afghanistan est divisé en plusieurs ethnies. C'est une société qui est issue de guerre, qui a un système tribal et claniste extrêmement violent pour les individus, où la prédation sexuelle est la norme chez les élites. Donc c'est très particulier. Je vais vous donner un autre exemple. Et surtout, il est possible que les Afghans en question qui sont ici sont traumatisés ou ont des problèmes plus graves ou pathologiques et ils sont vraiment un biais d'échantillon. Moi, c'est pour ça que je reste uniquement sur le cas algérien ou Maghreb, parce que c'est le gros du bataillon. Je me souviens, j'ai vu un reportage des années 90, c'était Immersion dans un tribunal, et c'était alors un Algérien, enfin 2 Algériens qui avaient été arrêtés pour vol en récidive, donc pour pas mal de vols, et ils arrivaient dans le bureau de la procureure, avant de passer en jugement, et la procureure leur proposait un aménagement de peine. Alors bon, en gros, c'est ça la procédure. Et les 2 Algériens étaient évidemment, honnêtement, ils n'en menaient pas large du tout. Ils étaient, parce qu'ils venaient d'arriver, c'était pas du tout des Algériens de France, c'était des Algériens qui venaient tout juste d'arriver, et ils n'en menaient pas large du tout, et ils disaient, s'il vous plaît, Madame la juge, ils étaient vraiment à demander, parce qu'ils avaient très peur d'aller en prison. Et en fait, dans le reportage, c'est très amusant de voir la disproportion entre cette peur et la procureure, qui était une dame qui, limite, elle, trouvait ça étrange qu'on ait tant peur que ça d'aller en prison. Et donc, elle leur donne, en gros, un rappel à la loi, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas en prison, et ils sont très contents. Et à la fin, ils vont voir le journaliste. Le journaliste leur dit, et alors, en Algérie, ça aurait été autre chose? Et là, on les voyait. Et ils nous disaient, ah oui, non, mais en Algérie, la prison, c'est l'horreur. On se serait fait défoncer. Il ne faut surtout pas aller en prison en Algérie. Et donc, évidemment, ils étaient très contents cette fois-là. On peut se dire, espérons, croisons les doigts. Je ne connais pas le futur de ces 2 personnes-là. J'espère que ça a bien fonctionné pour eux. Mais on peut se dire que sur une grande échelle, oui, je suis d'accord. C'est une sanction qui n'est pas du tout interprétée de la même manière. Un rappel à la loi par un Français, moi, on me met un rappel à la loi, je vous assure que plus jamais je ne recommence ce que j'ai fait de mal. Plus jamais je n'entrevois le début, ne serait-ce qu'être arrêté par la police, pour moi, ça serait traumatisant. Parce que je suis un Français du XXIe siècle et on m'a habitué à ce que les gens qui sont arrêtés par la police, c'est des gens qui commettent des crimes ou des délits graves, quoi. Mais pour d'autres peuples qui en sont différemment, à des points différents sur leur progression criminologique, on va dire, c'est interprété de manière complètement différente. Et un rappel à la loi, c'est... une autorisation. Ah mais donc je vais pas en prison, je suis pas puni en fait. Ah d'accord, donc c'est autorisé le vol en France, d'accord. Ça peut être vu comme ça. Alors évidemment, je caricature un petit peu, mais je pense que sur des grandes échelles, c'est ça qui se passe. Mais certainement que la justice française... Regardez la justice française. Vous serez pour siècles, alors des études hard, hein. Moi, à mon avis, c'est les études ethniques qui permettraient de définitivement. Enfin, je pense qu'il y en a, mais je pense que je pense qu'il y a une séparation entre les travaux des sociologues et comme vous dites, s'il n'y a pas de la criminologie serait la possibilité de réunir ces thématiques à la fois de la question de l'espace géographique, de la ruralité, et du profil ethnique.
des criminels, etc. Alors, je dirais pas que j'y tiens parce plus que c'est ça, ce qui se passe au Canada ou dans d'autres pays, on prend en compte l'origine. C'est indiqué, c'est pas pour être polémique, c'est une réalité. En Allemagne aussi, c'est indiqué l'origine ethnique, en Angleterre aussi, donc il n'y a rien d'extraordinaire. C'est plutôt la France qui est assez isolée, encore une fois, sur un élément. C'est notre idéologie révolutionnaire qui veut faire qui a des très bons aspects, mais qui veut faire que la France est une nation unie, indivisible. Mais oui, moi, je ne tiens pas plus que ça. C'est le mythe. Maintenant, ça permettrait d'y voir plus clair quand même. Et pour régler les problèmes, vaut mieux y voir clair. Effectivement, c'est le discours. Effectivement, vous avez mis le doigt sur le fait qu'on refuse. La France se refuse de se voir comme une réalité ethnique dans son histoire, de toute façon. Indépendamment de la question de l'immigration actuelle. Ça remonte au 19e siècle, ça remonte à Bonaparte. Déjà, les débats à ce moment-là. Exemple canadien, moi je me souviens avoir lu en histoire du Canada quand j'étais étudiant là-bas que Louis XIII avait dit tous les êtres humains que vous trouverez sur la terre de Nouvelle-France seront considérés comme mes sujets et donc auront ma protection. Ah, c'est intéressant parce que on voulait, il y a un article que j'ai lu c'est évangélisation et francisation et en fait par opposition à la conquête de l'Amérique par peuplement, l'idée c'était d'assimiler les Indiens d'Amérique et à les faire devenir français. Donc on dit pouf, choc à pic, on va faire pousser des Français. Ce que n'ont pas fait les Anglais. Ce que les Anglais n'ont pas fait, bien sûr. Les Anglais, ils se sont alliés avec les Indiens et ils les ont massacrés une fois qu'ils ont gagné la guerre. Alors les Anglais, ils sont allés dans une autre voie, mais effectivement, il y a déjà quelque chose d'enraciné dans. Mais bon, ça c'est, on dévierait, c'est un autre sujet. J'aimerais conclure sur quelque chose. On parle de la justice et il y a une actualité qui est celle, pour certains. Plutôt, la priorité, c'est la violence policière. Il y a eu Black Lives Matter qui a mis cette question. En France, c'est le collectif Traoré Adama, soutien à Traoré Adama qui est connu à l'extrême gauche. Évidemment, c'est un mouvement marxiste, extrême gauche, etc. Et pour différents, tout un camp de la gauche et l'extrême gauche, le problème, c'est les violences policières. Les violences policières sont terribles en France. Voilà, bon. Alors, et vous, selon ce que vous lisez, vous voyez, qu'est-ce que vous pensez de ces théories de gauche sur la violence policière et sur ce qui se passe Alors, déjà, je n'ai pas d'avis objectif, je n'ai pas étudié la question des violences policières en tant que telles, mais bon, je proposerais... en Argentine, ne serait-ce que ça, moi j'ai vu des choses quand même, les passages aux frontières, c'est pas toujours très agréable. Je proposerais à ces gens-là d'aller voir dans des pays outre-Occident, voir comment ça se passe. Après, ils pourraient vous dire, oui, mais nous, on se juge par rapport à nos standards à nous. Comme nous, on estime que notre niveau de délinquance ne correspond pas aux bons standards de la société française. J'ai pas de données chiffrées là-dessus, je saurais pas vous donner un avis clair et net, mais en revanche, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est la solution qui est préconisée. Puisque Black Lives Matter préconise « defund the police ». Et defund la police, abolir la police pour des polices communautaires. Et c'est ce que Anas Kazib, d'ailleurs, propose en France. Oui. C'est des polices communautaires ou je ne sais quoi. Mais defund the police, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Il y a eu plusieurs exemples. Peut-être qu'il faut le dire plus clairement pour que les gens comprennent. En fait, il y a dans ce mouvement autour de la thématique de la violence policière une proposition qui est de dissoudre la police. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de policiers dans le pays. C'est ça. Puisque la police serait le vecteur de tous les malheurs de un moyen d'asservissement des classes, de la domination, etc. Voilà, exactement. Un peu une théorie du complot de la gauche, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça. Et en fait, c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu des defunds de police dans l'histoire. Alors, c'était involontaire. Je vais vous en donner quelques exemples. Un exemple que j'ai pratiquement vécu personnellement. En Argentine, à Cordoba, il y a eu une journée de grève, même 2 jours de grève, des policiers. La police a arrêté d'arrêter les délinquants, les criminels. Ça a été le chaos complet. Je vous invite à voir des vidéos sur Internet. Cordoba, grève, c'était en 2014, quelque chose comme ça. On a des amis de mes parents qui nous ont raconté après coup que le mari, en rentrant du travail le soir, a retrouvé sa femme ligotée dans le placard et l'appartement pillé, puisque c'est ça qui s'est passé, ce sont des commerces qui ont été pillés, enfin tous les commerces ont été pillés pratiquement. Donc ça c'est l'exemple personnel de Cordoba, donc ça arrive, mais il y a eu beaucoup d'autres moments, et souvent ce sont des grèves de policiers, mais il y a eu aussi un autre épisode historique, ce sont les Danois
en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands soupçonnaient les policiers danois d'aider la résistance danoise. Et donc, vers la fin de la guerre, en 1944, ils ont décidé d'arrêter toute la police. Toute la police. Et donc, c'était Je ne savais pas. les Allemands qui, je ne sais pas quelle division, Gestapo, je ne sais pas, qui faisait la police au Danemark. Mais il y a eu une énorme désorganisation. Et tous les policiers ont été envoyés en camp. Alors, il y en a beaucoup qui ont réussi à fuir vers la Suède, mais je crois qu'il y a eu 10 000 policiers qui ont été envoyés dans des camps, et beaucoup sont morts, dans des camps de concentration. Et bien là, on a les statistiques, et c'est un exemple que les criminologues utilisent très souvent. Le nombre de vols à main armée, par exemple, a doublé pendant cette année-là, parce qu'on n'avait plus de policiers. Il y a d'autres statistiques que je pourrais vous citer, mais... Donc ce phénomène où il y a une absence, on retire la police à un endroit, sur un long terme, a été étudié, et dans l'étude scientifique criminogène, ça atteste d'une augmentation de la criminalité. Et à l'inverse, évidemment, ce qui est on a une banalité, évidemment logique. On est d'accord, ça devrait tellement être évident. Je pose la question parce qu'il faut quand même analyser. C'est clair. Et à l'inverse, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur, moi je me souviens d'un criminologue québécois qui s'appelle Maurice Cusson, qui a fait une étude sur la possibilité la probabilité que des gens boivent au volant s'ils sont certains qu'il y a un barrage de police sur leur chemin. En fait, on s'est rendu compte que quand ils sont certains qu'il y a un barrage de police, évidemment, ils vont beaucoup moins boire. Qui est aussi une évidence. Complètement dingue, les gens ne sont pas complètement stupides. À gauche, ils ont du mal avec la logique, certaines logiques. C'est sûr que parfois on se dit... apparemment, parce que moi j'ai lu un petit peu sur... J'ai essayé de comprendre, moi, comment on peut argumenter l'idée qu'elle serait bonne d'abolir la police. Moi, je me suis dit, mais concrètement... Ils ne peuvent pas dire des choses aussi coûteuses. C'est hors sol complètement, je pense. C'est uniquement politique. Et j'essaie de comprendre leurs arguments, mais c'est vrai que j'ai du mal, quoi. Alors, pas tous, je ne suis pas en train de dire que c'est une minorité, en fait. C'est souvent les idées les plus folles, tenues par les plus radicaux. Voilà. Mais évidemment, la plupart pointent du doigt ce qu'ils appellent la violence policière. Mais je ne veux pas dévier uniquement sur la critique des idées gauches, c'est aussi parce qu'il y a eu les gilets jaunes, et les gilets jaunes, ils se sont pris quand même une vraie violence. Il y a des gens qui ont perdu un œil, ont été amputés. Enfin, il y a eu des violences réelles sur la population, sur les gilets jaunes, qui étaient, moi, qui personnellement m'ont vraiment choqué pour le coup, parce que je trouvais que c'était complètement. Je suis pas, j'ai pas été gilet jaune, je suis pas y allé, etc. Mais je parle juste du fait que des gens ont été mutilés. C'est une réalité aussi. Surtout quand on met ça en rapport avec le fait qu'on dise qu'on est en démocratie, qu'on peut dire tout ce qu'on veut, etc. Mais... Oui, non, et normalement, je me serais attendu même une démission d'un préfet ou une sanction ou quelque chose. Et là, et donc c'est vrai que je trouve la situation, c'est pas parce que l'extrême gauche pointe du doigt, ou la gauche plus généralement, sur un phénomène dit de violence policière, que c'est forcément du bullshit idéologique. Il y a peut-être un phénomène réel. Oui, après l'histoire des Gilets jaunes, je pense que tout le problème étant qu'on a basculé tranquillement entre un vase, c'est-à-dire Moi je l'ai vu à la campagne, c'était des gens complètement tout à fait honnêtes et des gens très très bien qui méritaient tout notre respect. D'accord. Des gens, on a basculé, je pense, entre des gens complètement normaux et une minorité de Black Bloc et autres extrême gauche violentes, à progressivement les deux vases se sont... Il y a eu des éléments de plus en plus violents qui sont rajoutés et ça aurait augmenté. Et les premières semaines, je pense, et les premières semaines... je ne connais pas. Moi, j'ai vu des gens de mon village qui sont allés, que c'est des gens tout à fait estimables, qui travaillent, etc. Et qui vont assez rapidement qui ont au bout d'un moment arrêté d'y aller, ou en tout cas de moins en moins, etc., etc. Et donc je pense que peut-être que de là on a un problème. Moi je discute avec beaucoup de policiers qui me disent, et effectivement on peut le dire aussi, ils se sont pris des trucs des pavés en pleine poire, ça pouvait être aussi assez dangereux pour eux. Mais effectivement, je pense qu'au final les Gilets jaunes étaient surtout un problème malheureusement pas traité comme il aurait dû l'être, c'est-à-dire comprendre que pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont énervés, essayer de comprendre, déjà de comprendre pourquoi, et puis ensuite essayer de régler le problème. C'est pas ce qui a été fait, et c'est joué en quelque chose de très politisé, et malheureusement, on a mis tout ça sous le tapis. Jusqu'à quand J'aimerais finir l'entretien pour rappeler que c'est l'Institut de la Justice. L'Institut pour la Justice. L'Institut pour la Justice qui
travaille pour éveiller, pour diffuser les informations les plus pertinentes sur l'État. Et pour agir auprès des parlementaires, on le fait aussi. Et pour agir exactement, régulièrement. Je crois même que vous avez un service aussi pour des victimes. Oui, alors on a une personne à temps plein qui est dédiée sur les victimes, donc on est en contact avec des dizaines de victimes, on leur fait parler, on leur fait parfois porter des actions, etc., on leur fait rencontrer des parlementaires. Est-ce que, avec votre expérience, on va finir là-dessus, est-ce que vous avez quand même des hommes politiques qui, à un moment donné, vous disent « oui, c'est vrai, vous avez raison, il faut qu'on... » J'en parle avec mes collègues, on va en parler, ou j'en parle, ça marche. Est-ce que ça se diffuse? Vous sentez un écho, une réception d'une classe politique ou même de quelques des politiques? Oui, alors nous, traditionnellement, on a quand même... C'est un fait objectif aussi, on peut le dire. Nous, on a toujours eu des plutôt bons rapports avec l'UMP, les Républicains. Là, pendant la dernière élection présidentielle, Olivier Marleix est venu dans mon bureau, on a eu une bonne discussion là-dessus. Éric Zemmour nous a beaucoup sollicité pour des analyses, etc., qu'on a donné avec grand plaisir. Et le Rassemblement national aussi, j'ai rencontré Jean-Paul Garot, qui est le monsieur justice de Marine Le Pen, qui est complètement dans notre ligne et qui comprend tout à fait le problème. Donc il y a des politiques qui comprennent quand même qu'il faudrait changer les choses. Maintenant, je pense que la prise de conscience, à la fois dans la population et chez les politiques, elle a été assez tardive et finalement elle date peut-être de 2010-2012. Et depuis 2010-2012, on n'a pas vraiment eu ces politiques-là qui ont eu une prise de conscience, ils n'ont pas vraiment eu de pouvoir entre les mains. Hein. Donc, parce qu'être dans l'opposition sous la Ve République, ça n'a pas grand intérêt. Mais le parti du président de la République, est-ce qu'il n'y a pas des hommes politiques avec qui vous avez échangé? Moi, j'ai été reçu au ministère de l'Intérieur 2 fois, je crois. On a discuté et c'était tout à fait cordial. Et bon, ce sont des gens bien élevés, hein, mais j'ai à chaque fois constaté vraiment un blocage complet de fond. Sur plein de questions. Construire des prisons, non, ça ne les intéresse pas. Dire qu'il y a un problème avec immigration et délinquance, ça ne les intéresse pas, c'est uniquement immigration illégale. Et ils sont toujours le cul entre deux chaises, hein, si j'ose dire. Ils essayent à chaque fois de nous donner des gages un peu à nous, et puis à chaque fois en donner un peu au syndicat de la magistrature, en tout cas ce qu'ils représentent, donc à la gauche judiciaire ou à l'extrême gauche judiciaire. Donc chaque fois, c'est comment on appelle ça, des réponses de Normand. Donc c'est mi-chaud, mi-froid. Oui, ils ont supprimé les réductions de peine automatiques, par exemple. Moi, j'étais content. Mais derrière, ils ont allongé les autres. Au final, c'est pratiquement pire. Mais c'est toujours comme ça. Donc moi, je ne m'attends plus à grand-chose de ce gouvernement. On est bien d'accord que votre association et vos objectifs sont entre guillemets apolitiques, au sens que vous n'adhérez à aucune organisation politique. On est apartisan. Vous êtes apartisan. Exactement. Et que votre analyse des programmes politiques ou des paroles politiques ne s'évalue qu'aux critères de ce que vous estimez être le mieux pour mener et pour solutionner les problèmes que nous rencontrons, surtout les problèmes de délinquance, de surdélinquance. Exactement. Et c'est le seul critère. Et donc, parce que moi j'ai lu bien sûr sur France Info et dans les médias, très conservateur. Moi, je ne sais pas pourquoi vous serez très conservateur, parce que je me suis dit, tiens, j'ai cru, parce que vous êtes lié à une organisation politique, et j'ai constaté que vous n'êtes pas du tout, non. Vous n'avez aucun discours politique, hein, c'est pas du tout votre projet. Nous, on transmet nos idées, évidemment, ceux qui les prennent plus, on va être obligé de le dire d'une certaine manière, enfin d'une manière ou d'une autre. Vous n'allez pas avoir honte que certains considèrent que votre travail est correct. Nous, on l'a dit plusieurs fois, alors je vous ai cité ces 3 partis-là avec lesquels on a des plutôt bons liens. On a, pendant la dernière élection présidentielle, été beaucoup sollicité par le parti d'Éric Zemmour. On l'a fait avec grand plaisir, mais nous, c'est notre but, c'est notre raison de vivre, notre raison d'exister. Si Jean-Luc Mélenchon vous contactez et vous demandez... Mais j'ai demandé, je n'ai pas eu de réponse, étonnamment. J'ai eu une réponse, je crois, par contre. J'ai eu une réponse. J'ai demandé à rencontrer Ugo Bernalicis. Enfin bref, il y a un député, je ne sais plus lequel, de la France Insoumise, à qui j'avais demandé de le rencontrer sur les questions de justice, et qui m'avait renvoyé vers Ugo Bernalicis, qui est le représentant justice, mais j'ai jamais eu de nouvelles depuis. Mais si jamais je pouvais avoir une rencontre avec la France Insoumise, avec grand plaisir. Moi, j'essaye simplement de donner d'avoir une discussion franche et objective sur des sujets. Je suis prêt à vous voulez avoir une approche pragmatique. Exactement. Vous voulez mettre derrière les biais autant que possible, même si c'est toujours difficile, parce que la justice... C'est très passionnel. Beaucoup d'interprétations dans la justice, ça c'est sûr, par définition. Écoutez,
je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour votre parole, pour tout ce qui a été dit. C'était très intéressant, passionnant d'avoir découvert cette problématique. Je remercie évidemment à tous ceux qui ont continué à regarder et qui soutiennent ce travail. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.